Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche? La première fois que j'ai vu cette femme, ma première pensée a été « elle est sublime ». Parce que c'est vrai, la première chose que l'on voit, c'est ça. Une femme qui dégage de l'assurance, très classe et entourée d'un nombre incalculable de personnes. C'était il y a plus de 20 ans, ça ne nous rajeunit pas du tout. Ensuite, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup plus qu'une apparence derrière cette stature. Une femme intelligente, audacieuse et ultra professionnelle. Cette femme incroyable, c'est Carline Guillaume. Celle qui a créé le premier festival en Martinique 100% féminin reviendra avec nous sur son parcours, ses valeurs, sa vision de la vie. Nous parlerons évidemment de femmes, de sororité, de parcours professionnel, de légitimité, d'audace, de patriarcat et de rêve. Tu as envie de changer le monde mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leurs histoires, partagent d'autres façons de faire, de consommer, de vivre, de penser, mais surtout changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le partager, le commenter et à laisser 5 étoiles pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Bonjour Carline. Bonjour Tia. Comment vas-tu? Très bien, ça va très bien. Un peu speed là, mais ça va. Je suis heureuse de passer ce moment avec toi. Alors Et moi, merci pour cette introduction. Mais c'est tout ce que je pense de toi. Alors c'est vrai que ça fait tellement longtemps qu'on se connaît, tellement longtemps, on va revenir dessus. Mais c'est moi qui te remercie parce que je sais justement que tu es une femme débordée et que tu as réussi à me caser entre 2 rendez-vous. Donc vraiment, merci du fond du cœur. Ça va être une petite conversation hyper cool, fun, comme on a l'habitude de faire, sans prise de tête, histoire que tu te relaxes pendant au moins une petite heure. C'est parfait. Première question que je pose à tous mes invités pour te mettre un peu dans l'ambiance. Toi, t'es plutôt thé ou café? Alors, cette réponse surprend toujours, mais je suis plutôt thé, même si mon agence s'appelle Caféine. C'est vrai. C'est café en fait. Café. Donc on me dit, mais on comprend pas, ton agence s'appelle Caféine, tu vas pas de café, enfin t'es pas raccord. Et non, parce que justement, je me disais que je pense que mon corps produit suffisamment de caféine. J'ai tendance à bouger partout, hyper dynamique, toujours speed. Et c'est pour ça d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles l'agence s'appelle comme ça. Mais sinon, je suis une grande addicte de thé. J'aime beaucoup le thé. Ok, bon alors ce sera une pause thé, mais ça me va aussi, j'ai déjà bu 3 cafés, on peut passer au thé. Parfait. On va un peu remonter le temps, on va parler de la petite Carline. Quel genre de petite fille étais-tu? Alors, je vais pas être très originale. J'étais une petite fille assez sage, qui était assez obéissante, plutôt bonne à l'école, qui respectait les consignes. Ouais, j'allais pas hors des cadres. J'étais plutôt, contrairement à mes frères et sœurs. Mais ouais, j'étais une petite fille qui aimait beaucoup l'école. Je me rappelle que quand il y avait les vacances scolaires, j'étais très triste de quitter C'est vrai? mes camarades de classe. Quand je raconte ça à ma fille aujourd'hui, elle est morte de rire parce qu'elle, c'est tout le contraire. Mais ouais, j'étais très curieuse, j'aimais beaucoup apprendre. Ouais, j'étais un petit peu la petite fille modèle. Hein. C'est pour ça que souvent on prenait un exemple dans la famille. Mais ouais, j'étais cette petite fille qui voilà, qui faisait pas trop de bêtises, qui respectait les consignes. Donc voilà, la petite fille chérie de sa maman forcément. Et voilà, c'est un peu après que j'ai dû Donc tu vois, c'est bouger un marrant parce peu, que... m'autoriser à sortir un peu du cadre. Ouais, mais tu vois, je trouve que on garde quand même un peu de cette Carline, parce que moi, je te trouve sage, je te trouve dans les rangs, tu vois, Ouais. je te trouve exubérante, tout ça, donc t'as gardé un peu de ça. Ouais, c'est vrai. J'ai gardé un peu de ça. Alors, des fois, je m'autorise des petites folies, où je fais un peu ma rebelle, mais non, je suis pas une rebelle. J'ai une personnalité. J'étais très timide petite. Très, D'accord. très timide. Ça, Je j'aurais prenais pas pas deviné. trop la parole devant beaucoup de personnes et c'est pour ça, on va sûrement en parler, qu'il a vraiment fallu que je dépasse mes propres limites pour faire le métier que je fais. Quand je dis aux gens que je suis une grande timide, tout le monde est mort de rire. C'est Mais ça m'a clair. fallu de me challenger. J'ai été déléguée de classe parce que justement, je me disais, ben, t'es timide, tu oses pas prendre la parole.
mais en même temps, tu as quand même des choses à dire. Donc, depuis petite, je me faisais un peu violence. Mais c'est vrai que moi, je suis celle qui veut passer un peu inaperçue, voilà, faire son petit chemin, ne pas trop attirer l'attention. Et pour cela, voilà, on va à l'école, on va bien travailler à l'école. Moi, je travaille bien. Je ramène les félicitations ou le tableau d'honneur. Mes professeurs m'aiment bien. Enfin, dans les rangs, vraiment. Mais toi, c'est marrant. L'armée, en vrai. Mais toi, c'est marrant parce que tu nous dis que tu étais timide et en même temps, tu étais audacieuse. Tu vois, c'est deux mots qu'on n'a pas tendance à mettre ensemble. Parce que, surtout, en plus, enfants, les enfants timides sont généralement ceux qui ne parlent pas, qui se mettent pas en avant. Mais toi, tu dis, j'étais timide, mais j'ai été déléguée de classe, normal. Est-ce que c'est quelque chose que, par exemple, ton entourage t'a inculqué qu'il fallait quand même oser se dépasser ou finalement, c'est plus fort que toi? Alors, j'ai une maman qui a été aussi créatrice de projets dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est vrai que j'ai toujours eu cette image de la femme qui crée, qui se bat aussi pour avoir sa place. Donc, c'est vrai que ça, j'ai gardé ça de cette femme qui est dans l'action, en fait. L'action. Ça, c'est vraiment ce qui me caractérise encore aujourd'hui. Quand tu as parlé de timidité et d'audace, je pense que je me retrouve encore aujourd'hui à 41 ans dans ce schéma. Je rajouterais même la notion de peur. J'ai toujours été habitée par des peurs. Les peurs m'ont toujours accompagnée jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et en fait, si tu veux, je me disais, ouais, je suis timide, etc. Mais j'ai quand même envie de faire des choses. J'ai envie d'être dans l'action. Donc, il a fallu que j'aille chercher, en fait, ce brin d'audace. Mais j'ai été déléguée de classe assez tard, hein. J'ai pas osé tout de suite. Mais ouais, c'est la féroce envie quand même, peut-être depuis petite, de se dépasser et de pas laisser justement cette timidité me bouffer. C'est ça. Quel conseil tu pourrais donner à un parent qui a justement un enfant qui est hyper timide et qui, contrairement à toi, n'ose rien, tu vois, qui vraiment est en retrait et moi, on me voit mieux c'est. Quel conseil tu lui donnerais? Les conseils que je donne à ma fille. Ma fille est très timide. C'est vrai. Alors ça, mais pareil, ça, on croirait pas. C'est bien la fille de sa mère. Elle est très timide. Elle est très portée sur le regard des autres et le qu'en dira-t-on. Moi, j'en ai beaucoup souffert aussi par le passé et pas que petite. Dans ma vie de jeune adulte aussi, j'ai beaucoup souffert du regard qu'on portait sur moi, de ce qu'on pouvait penser de moi. Et je pense que ça a aussi créé un peu cette image qu'on pourrait trouver un peu lisse parfois, c'est-à-dire rien qui dépasse, toujours, il y a rien à dire, c'est-à-dire vouloir toujours se faufiler sans trop attirer le regard, mais malgré tout, tu attires le regard. Donc, clairement, assumer aussi celle qu'on est. Alors, ce que je dis à ma fille souvent, c'est de pas passer à côté de sa vie, en fait. Je lui dis, je me rappelle, elle faisait un spectacle parce que ma fille a fait de la pole dance à un moment et elle avait un spectacle à l'Atrium et donc elle était hyper stressée, etc. Et je lui ai dit, voilà, en fait, il faut pas que tu laisses ta peur te faire passer à côté de ce moment. T'as fait une année, t'as bossé ton spectacle, tu dois briller ce soir et on doit avoir une petite fille qui aime ça, qui s'amuse. Il faut que tu t'amuses. Il faut pas que tu passes à côté parce que souvent, malheureusement, la timidité, les peurs nous font vraiment passer à côté de moments merveilleux. Et ce jour-là, elle a brillé sur scène. C'est qu'on a fait une petite méditation dans la voiture. Je vais toujours me rappeler. Je l'ai fait respirer, se poser et concentrer son regard sur, non mais imagine, tu seras sur la scène, tu vas faire ton show, bien sûr tu seras heureuse, tu vas briller, tu vas aimer ça. Même si tu te trompes, même si tu tombes, tu recommences. Qui sont les gens pour te juger? Dès que tu fais de ton mieux, c'est le plus important. Et donc, c'est ce que je lui demande, moi. C'est de faire toujours de son mieux et de ne pas avoir de regrets. Et pour les gens, alors je sais pas s'il y a des gens qui écoutent ce podcast et comme par hasard qui auront été là, je sais qu'il y a des amis qui m'ont dit, mais elle a pris le micro, elle était à la présentation en plus, et on m'a dit, non mais on n'a jamais vu Kélis comme ça. Elle était sûre d'elle, confiante, rien à voir avec la petite fille, une demi-heure avant, qui paniquait. Et c'est exactement moi ce que je reflète quand je dis aux gens que je suis timide, etc. Ils me disent mais ça ne se voit pas. C'est clair. Hier j'étais à l'élection de Miss Martinique, j'étais jury. Je me suis dit waouh, cette expérience, je sais pas si je suis prête.
Et je me suis dit, et ce que je fais depuis 5 ans maintenant, tout ce qui me fait peur, j'y vais. Dès qu'il y a un truc où spontanément j'aurais dit non, j'ai un petit déclic en fait dans ma tête qui me dit là, t'as peur. Et il n'est pas question que ce soit la peur qui dirige. Donc tu vas dire oui et tu vas gérer après parce que tu es capable, il n'y a pas de raison que tu puisses pas le faire. Et c'est vrai que j'ai perdu trop d'années de ma vie à cause des peurs. Donc c'est pour ça que ma fille là qui a 12 ans depuis qu'elle a 6-7 ans, je lui donne déjà les outils en fait pour qu'elle perde moins de temps que moi. C'est génial, j'adore, j'adore. Justement, tu grandis en Martinique, d'où nous sommes toutes les deux originaires. C'est comment grandir sur une île où tout le monde se connaît? Est-ce que tu penses que justement l'insularité fait que nous, surtout les femmes, on doit grandir plus vite, on a un caractère particulier ou pas forcément? Comment tu vois les choses? Alors oui, j'ai grandi. Alors je suis née en France hexagonale. On est resté avec ma maman, donc famille monoparentale. C'est ma maman qui élève ses enfants. On est 4 enfants. Je suis l'avant-dernière. Donc on grandit quand même. On grandit quand même en France avec une maman très débrouillarde qui gère ses enfants, qui est seule, qui se bat. Donc moi, je grandis avec cette image de la femme un peu potomitan, de la femme douboute qui doit gérer ses enfants. Ma mère travaillait beaucoup, elle partait très tôt, elle rentrait très tard. Donc on a été autonome très vite et on est rentré en Martinique. J'étais en primaire, j'étais en début de primaire. Et donc là, je suis restée jusqu'à mes 18 ans où je suis repartie faire mes études. Donc c'est comment grandir en Martinique. Bon. C'était assez plaisant parce que nous, lorsqu'on habitait au Bourget notamment, on n'avait pas l'entourage familial parce que ma mère n'a qu'une sœur qui vivait donc en Martinique. Donc, ça nous a manqué un peu nos racines. Moi, j'ai connu en fait la Martinique vraiment quand j'avais à peine 10 ans. Et c'est vrai qu'il a fallu un petit temps d'adaptation parce que ça n'avait rien à voir avec la vie qu'on avait en France. Ça nous a fait du bien de grandir avec la famille, d'avoir des cousins, des tatis, ma marraine, le soleil, etc. Donc, c'est vrai que nous, c'est une partie de ma vie où j'ai de très bons souvenirs. Ma mère continue à bosser aussi énormément. Donc, on a quand même eu cette autonomie. On a été très vite autonome. Les frères et sœurs, beaucoup de solidarité entre nous, beaucoup d'entraide. Donc mon grand frère, ça a été celui qui devait un peu gérer les petites sœurs parce qu'après on est 3 filles. Voilà, on n'a pas eu une enfance un peu à la cool où vraiment avec l'insouciance ou ouais, on n'a jamais généralement. Ouais, en regardant ma mère nous élever, on a été très vite responsables en fait. C'est ça. Ouais. On a été très vite responsables. Moi, j'ai pas de souvenir d'une enfance insouciante. Quand j'entends un peu mes copines parler, c'était plutôt être responsable, porter des responsabilités. Moi, quand je voyais ma mère évoluer, j'avais compris en fait qu'il fallait se battre et qu'il fallait avoir des outils, qu'il fallait avoir de quoi entre guillemets bien grandir. Et pour moi, ça a été l'école, c'est-à-dire pour que tu puisses être une adulte épanouie, responsable et qu'on va respecter en tant que femme, il faut que tu ailles chercher des outils. Et les outils que tu peux prendre aujourd'hui, c'est l'école. Donc c'est vrai que moi j'étais obsédée par l'école. Quand les petites filles étaient en mode copain-copine, les petits flirts, moi j'ai flirté très tard. J'étais omnibulée par le fait de construire l'adulte de demain. Génial. Est-ce que justement, enfant, toi qui étais à fond à l'école, tu savais déjà ce que tu voulais faire plus tard ou est-ce que non, c'était quelque chose d'assez flou? Non, c'était quelque chose d'assez flou, c'est vrai. Alors, je ne sais pourquoi, je voulais être chanteuse quand j'étais vraiment C'est vrai? tellement, ouais. Je pense que c'est un peu l'époque. Je me rappelle, on avait des magazines Star Club. Voilà, Star Club. Oh là là, Star Club. De chansons derrière. Et donc, je chantais tout le temps, etc. Mais bon, je me suis vite remise en question parce que j'ai clairement pas la voix
pour, pour chanter. Je chante faux, c'est horrible, mais j'adore ça et je chante tous les jours, je m'en fiche. En T'as fait, raison. après, il y a eu l'époque hôtesse de l'air. Bon, ça, je pense que c'est un peu le syndrome des petites filles, hein, soit on veut être princesse, hôtesse de l'air. Donc moi, ouais, j'aimais bien, ça me fascinait un peu. Je pense que c'est l'uniforme. Ouais. Je pense que c'est quelque chose qui me caractérise aujourd'hui. Je trouvais que c'était très élégante. J'aimais bien C'est la vrai que je te vois trop hôtesse de l'air. Ah, mais trop, je te jure, en vrai. hôtesse d'ailleurs. Donc voilà. Et ça me fascinait, cette posture. Mais je pense que l'image de l'hôtesse, pour moi, ça renvoyait l'assurance, l'élégance. Ça me fascinait parce qu'on a voyagé très tôt parce qu'on venait en vacances en Martinique et on repartait les fameux congés bonifiés. Et moi, petite, je regardais ces femmes qui sentaient bon, qui étaient belles, qui avaient cette assurance, cette prestance. Et je me disais, mais waouh! Moi, ce côté que ça dégageait de l'image de la femme, moi, ça me fascinait. Ouais. Et finalement, c'était quoi alors après ça? Ça a dû Alors, t'arrêter à ça? Tu t'es dit, je serais ou non? après ça, alors ça aussi, c'est vite passé. Et puis, j'ai été attirée. Donc, moi, j'ai fait un bac S, un bac scientifique. Et j'ai été assez attirée par tout ce qui était un peu physique-chimie. Donc, je voulais être chimiste, laborantine. Je me voyais en blouse blanche, voilà, avec mes tubes à essai et mes microscopes. Peut-être trouver à l'époque déjà des remèdes pour les gens qui étaient malades, etc. C'est vrai que ça me fascinait. C'est pour ça que j'ai fait un doc de biologie à l'hôpital, près de l'hôpital D'accord. Avicenne, à la faculté de médecine de Bobigny. Ouais. Et donc là, j'étais vraiment, voilà, c'était ça, c'était le monde de la médecine, les laboratoires. Et là aussi, ben, la vie a fait que j'ai dû rentrer avant d'avoir mon diplôme en Martinique. J'ai dû rentrer et là, c'était par amour. C'est ce qu'on pourrait dire d'erreur de jeunesse, qu'on pourrait identifier comme tel. Et j'ai tout plaqué pour partir avec mon chéri de l'époque. Il est venu me chercher. Et je suis repartie en avion. Ma mère m'a pas adressé la parole pendant 1 an. Et c'est très ambivalent par rapport à cette petite fille qui donnait tout pour Ouais, c'est clair. les études. Ben voilà, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a suivi, qui est parti faire des études, quand je suis partie faire mes études, qui est un enfant du soleil, hein, c'était un surfeur, voilà, lui. Et donc, le froid, etc., il a pas supporté, donc il est reparti en Martinique. Moi, je suis restée pour continuer mes études. Et puis un jour, il a débarqué à la fac, vraiment comme dans les films, avec un gros bouquet de fleurs, en me disant, voilà, enfin, est-ce que tu veux revenir aux Antilles? Moi, je peux pas, etc. Et moi, j'étais, ok, je plaque tout et je pars. Je fais des études en Martinique. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à être intéressée par tout ce qui tournait autour du tourisme. Ouais. On Donc, revient aux premiers amours, hôtesse de l'air. c'est ça, voilà. Et sauf qu'il fallait faire avec ce qu'il y avait en disponibilité d'études à l'époque en Martinique. Et je me suis tournée vers un BTS tourisme. Et après, la vie a fait aussi que j'ai dû rentrer dans la vie active très rapidement. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée, voilà, à arrêter mes études et à rentrer dans la vie active. Et justement, alors, premier boulot, tu fais quoi? Alors, premier boulot, j'ai bossé dans un secrétariat téléphonique, dans un centre d'affaires, entre guillemets. Donc, j'étais opératrice téléphonique. Je m'occupais du secrétariat de plusieurs entités. Dans un centre qui s'appelait Bureau Club. Je me rappelle de ma responsable qui s'appelait Véronique Rousselin. J'espère que c'est bien ça. Et qui est une dame qui me revoit aujourd'hui, qui est fascinée par mon parcours parce que ça a été mon premier boulot. Et après, justement, de par ce boulot, non, ça n'avait rien à voir. À côté de ça, je faisais aussi pas mal de prestations d'hôtesse. Je pense que c'est là qu'on s'est connus. Je pense, Tia. Non, on s'est connus quand tu étais déjà OpenSoft. D'accord, très bien. Donc, ouais. À côté de ce métier, toujours ce côté un peu parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que quand moi je pars et que je plaque tout, ma mère, elle me dit, t'es autonome. Ça veut dire que là, tu te gères. C'est-à-dire que tu laisses le domicile familial, parce que je vivais chez ma mère qui était partie aussi à Paris. Et du coup, là, elle me dit, si tu choisis l'autonomie, tu prends l'autonomie à fond. Donc, si tu veux, moi, quand je fais ce premier job, qui est pour moi pas suffisant, je prends un deuxième job. Donc, je travaille la journée, je travaille la nuit, en fait. À l'époque, j'ai quel âge? Je sais pas, j'ai 19 ans, je pense.
Et donc, je travaille la nuit, donc je suis hôtesse, je travaille dans des boîtes de nuit, je me rappelle que je m'endors dans le bus le matin quand je vais bosser parce que j'ai pas dormi la nuit, j'ai pas de moyen de locomotion, j'ai pas encore de quoi acheter un véhicule et je fais ça pendant peut-être bien 2 ans. Je bosse en secrétariat, je bosse la nuit et c'est dans le monde de la nuit que je rencontre des personnalités, que je rencontre du monde et qu'il y a cette connexion justement avec, je sais pas si on peut le citer, Eddie Marajo à l'époque qui me rencontre et qui voit cette nana parce que déjà, alors je bosse la nuit, j'ai bossé dans des bars, j'ai fait hôtesse, mais toujours avec ce côté très rigoureux qui n'a rien à voir avec la nuit, quoi. Voilà, c'est-à-dire que c'est une agence qui me recrute pour être hôtesse. Très vite, je passe responsable des hôtesses, quoi, après 2-3 opérations. Parce qu'il y a le côté, non, c'est pas structuré. Non, mais les filles, il faut commencer par là, etc. Les tenues, il faut être à l'heure. Et donc, très vite, on me dit, bon, Caroline, si tu peux être responsable des hôtesses, gérer les filles pendant les rendez-vous, gérer... Voilà. Et donc, je me retrouve un peu à faire ça. Et donc, on me remarque quand même. Et à l'époque, cette personne donc me dit, tiens, moi, j'organise des événements, notamment des soirées. Et ce serait intéressant, du coup, est-ce que ça t'intéresse? Parce que je cherche quelqu'un pour organiser mes événements. Et là, je me dis, alors, pas du tout. Et j'avoue qu'au départ, je ne le crois pas. Je pense que c'est une technique d'approche de drague à la con. Moi, je ne m'identifie pas comme un chef d'entreprise, etc. Mais comme tu le sais, dans le milieu de la nuit, on est tout le temps dragué. Voilà. Bien sûr. Et en fait, je reçois un appel. Donc, et il me demande mon numéro. Donc, je lui donne un faux numéro, qu'il essaye tout de suite d'ailleurs. Et il me dit, ce n'est pas le bon numéro. Et donc, ma proposition est très sérieuse. Donc, il est avec d'autres personnes qui me confirment, voilà, que c'est quelqu'un de très sérieux, etc. Donc, je donne mon numéro et on m'appelle, peut-être 3 semaines après, pour m'inviter à un événement, du coup, de Bensoft System. Et on m'appelle donc de la part, et je me dis, mais en fait, t'as été ridicule. Tu l'as pris pour un gars qui te draguait, qui savait pas comment t'approcher. Et je me dis, est-ce que j'y vais pas? Et j'ai ma collègue qui me dit, non, on y va. Attends, on y va. Et tout. Et je me retrouve, du coup, aller dans cet événement. Et c'est de là qu'il me dit, voilà, ça c'est un des événements qu'on organise, mais j'aurais vraiment aimé que tu t'occupes de nos soirées privées. Et t'inquiète pas, je vais te montrer comment ça se passe et tout. Et c'est de là, en fait, que je mets un pied à OpenSoft System. Donc, ça veut dire que entre mon boulot la journée, parfois mes OP d'hôtesse, je vais dans cette entreprise et j'apprends à organiser une soirée, à gérer des filles au téléphone, à aller sur le lieu, voir comment organiser, trouver des idées. Et voilà. Et donc, je commence en fait par organiser les événements privés du coup de OpenSoft System. C'est comme ça que je mets un peu un pied dans l'événementiel. Et là aussi, très vite, je monte en échelon. Il me demande, voilà, est-ce que tu aimerais rentrer, voilà, dans le département, dans un des départements de OpenSoft System. À l'époque, il y avait une fille, une responsable qui gérait déjà le département événementiel. Mais est-ce que ça t'intéresse de voir un peu comment fonctionne notre entreprise? Et figure-toi que j'ai commencé par être dans le département administratif et financier. Donc, j'étais vraiment dans la partie vraiment structuration d'entreprise. Je gérais l'administratif, la partie un peu comptable, la gestion avec les partenaires bancaires, etc. Donc, j'ai fait ça pendant 1 an et demi. Et je me suis éclatée vraiment parce que j'aimais bien voir comment est structurée en fait une entreprise, comment ça fonctionne, ce que ça demande, une partie qui est pas visible et qu'on pourrait dire qui n'est pas fun, mais ça allait bien avec mon cerveau qui aime bien que tout soit à sa place. Et puis il y a une opportunité, la responsable du département qui s'en va, et là on me convoque et on me dit voilà, il y a une opportunité, on pense que tu peux être bien et t'épanouir dans ce département qui est le département événementiel et communication. Et là, tout de suite, je me dis, ah non, mais pas du tout. J'y connais rien. Quand je vois ce que faisait cette dame, moi, je suis pas du tout capable de faire ça. Et je dis non. Et il y a aussi ce côté, si je peux témoigner de ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup bouffé, c'est-à-dire ce côté crédible, être crédible. Je me dis, alors, t'as fait un bac scientifique, t'es parti, t'as fait un doc bio, t'as pas été au bout, et tu veux organiser des événements d'envergure, parce qu'il s'agissait déjà d'événements d'envergure, t'es pas crédible, en fait. Moi, je sais que dans l'opérationnel, je suis bonne, mais la société ne va pas me valider. Les gens avec qui je vais travailler, ils vont pas me valider. Et parce que moi-même, je ne me valide pas, en fait, dans ce poste. Et en fait, il ne me laisse pas le choix. Il me dit, je connais tes qualités, tes compétences,
tu as toute ta place et tu vas faire une grande femme de l'événementiel. Donc, au 1er octobre, tu prends le poste et on me laisse pas le choix. Et là, je me dis, OK, j'y vais, mais je passe des nuits blanches à me documenter, à regarder, parce qu'à l'époque, il n'y a pas vraiment de formation d'événementiel, d'organisation d'événements. Tout ça y est arrivé un peu, j'ai envie de dire en même temps que moi, j'ai grandi dans ça et j'étais déjà en poste. Donc, si tu veux, j'ai fait mes preuves sur le terrain. C'est-à-dire que tu reprends un département où il y a déjà eu des salons de voyage, où il y a déjà eu des salons à mode bijoux parfum, où il y a déjà eu plein d'événements. Et toi, tu reprends et ça doit être pareil. C'est-à-dire que la qualité qu'on propose aux professionnels, aux exposants et aux partenaires, t'as pas de test, en fait. Je suis déjà en situation. Donc, pendant 1 an, j'ai été formée en accomplissant, en fait, ce nouveau métier qui était responsable du département événementiel de communication. Et c'est vrai qu'au bout d'1 an, j'ai commencé à être très autonome déjà. Et alors, pendant cette période, c'était assez marrant parce que j'avais 21 ans quand j'ai pris en main ce département qui générait plusieurs centaines de milliers d'euros déjà, dont j'avais la responsabilité. Et donc, je bossais tout le temps. Je bossais le week-end, je bossais la nuit, le jour encore, finalement. J'étais très impliquée et à l'époque... Est-ce que c'était pour combler un peu, justement, l'impression que tu avais de pas être légitime en te disant, il faut que je montre que je bosse, que je suis dessus, parce que, pour montrer que je mérite ma place? Complètement. Je ne voulais pas décevoir. Et ça, c'est quelque chose qui me caractérise beaucoup, jusqu'à ce que je travaille sur moi, que je fasse un peu de développement personnel. J'étais omnibulée par le fait de ne pas décevoir et parce que aussi le regard des autres m'impactait beaucoup. Donc, il fallait toujours qu'on ne dise rien sur mon travail, que ce soit parfait, que mes événements soient des succès. Et donc, je me donnais les moyens. Je me donnais vraiment les moyens. Et je me rappelle à l'époque, mes amis passaient leur journée, leur week-end de saline. Les plans, c'était sortir, etc. Et pas de possibilité aussi d'avoir le petit copain, parce qu'en fait, il comprend pas pourquoi tu bosses tout le temps, t'es pas dispo le soir, t'es pas dispo le week-end. Ça marchait pas. Et en fait, voilà. Et ça me semblait tellement naturel. J'étais tellement passionnée par ce que je faisais qu'en fait, pour moi, je ne vivais pas comme du travail, en fait. Pour moi, je m'épanouissais vraiment à travers ces fonctions. Et je m'éclatais, en fait, en organisant ces événements, en montant ces projets. Et puis, j'avais vraiment conscience qu'on me donnait une chance. Ouais. Parce que justement, c'était un peu comme si la vie me donnait une deuxième chance. Bon, t'as pas été au bout de tes études, etc. Pour moi, la petite fille qui avait toujours ses félicitations, son table d'honneur, et je me voyais faire du bac+5, bac+10, et parce que c'était mes codes. Et il fallait être à la hauteur de ce que créait ma maman aussi, ce qu'elle faisait. Enfin, elle était plutôt successful. Cette femme, chef d'entreprise, qui réussissait ce qu'elle faisait, qui était intelligente. Et ce chef d'entreprise qui me donne ma chance, et au bout d'1 an et demi, qui me met un département avec une femme qui faisait très bien son travail. Et oui, je me disais, il faut que tu sois à la hauteur, il faut que tu te donnes les moyens, il faut que tu bosses. Et comme j'étais déjà curieuse, donc voilà, dès qu'il y avait un truc, j'allais me documenter. On fait un salon des collectivités locales. C'est quoi une collectivité locale? Comment ça fonctionne? OK, c'est quoi les besoins? Qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce salon? Enfin voilà. Et puis moi, il y a aussi quelque chose que je pense qui est inné, c'est mon sens de la rigueur. Ça, c'est vraiment quelque chose. C'est ce que j'avais déjà quand on m'a mis au test. Fallait que ce soit carré, rigoureux, alors qu'on était en boîte de nuit en train de distribuer des goodies, quoi. Je veux dire, on n'a pas besoin de vraiment beaucoup de sens de la rigueur. Mais j'avais déjà ce truc qui est en moi, qui est toujours en moi et qui fait peut-être que je suis arrivée là où je suis aujourd'hui. Je pense que c'est ce côté où quand je dis il faut que rien ne dépasse, que tout soit nickel même dans mon image, c'est vraiment quelque chose qui est inné. Et je me suis vraiment posé la question, Tia, à un moment, les gens que je fréquentais me disaient, ouais, toi, t'es toujours tiré à 4 épingles, il y a rien qui dépasse. On m'appelait, voilà, ah, ça y est, la star arrive, c'est ta honte. Et ça pouvait aussi attirer de remarques négatives ou peut-être de la jalousie aussi. Ouais. Et à un moment, je me suis dit, pourquoi t'es comme ça? Est-ce que c'est pour que les gens t'aiment? Est-ce que t'es comme ça? Est-ce que tu t'obliges à être comme ça? Et je me suis
vraiment honnêtement demander, mais pourquoi est-ce que tu t'autorises à être toi? Est-ce que cette femme, c'est vraiment toi? Ou est-ce que comme tu as besoin d'être validée tout le temps, tu essaies de rentrer dans des codes, il faut qu'il n'y ait rien qui dépasse et tout. Et j'ai fait un travail sur moi et j'ai compris en fait que cette personne, c'est moi. Je me suis analysée quand je suis toute seule chez moi. La petite anecdote, un jour, moi, j'ai vécu beaucoup avec ma puce. On était vraiment à deux. On est très complices d'ailleurs parce qu'on a vécu beaucoup toutes les deux. Ouais. Et un soir, je me rappelle, je suis dans la salle de bain et je suis en train de me coiffer. Pimpante, c'est limite si je suis pas, voilà, je me fais mon petit gommage et tout. Et qu'il se me dit, maman, tu sors. Et je lui dis, on va dormir. Elle me dit, ah, mais je vais te coiffer, etc. Et là, je suis en train de me dire, t'es en train de te coiffer pour aller dormir, Karine. Enfin, c'est-à-dire ce côté, c'est ma façon de m'aimer. Ce côté prendre soin de moi, me donner de l'amour, peut-être remplir quelque chose que peut-être que j'ai pas eu parce que j'ai pas grandi avec mon père. J'ai grandi famille monoparentale avec ma mère. Et peut-être que tu as besoin de combler quelque chose. Et moi, je comble en me donnant de l'amour, en m'aimant, en prenant soin de moi. Et c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Et quand j'ai tu vois, c'est super intéressant. C'est super intéressant parce que, comme tu le dis, on aurait pu penser que souvent, justement, des femmes comme toi qui sont, t'as vu, je l'ai dit dans l'introduction, une femme très classe, tout ça, parce que moi, c'est l'image que j'ai de toi, je t'ai toujours connue comme ça. Et c'est vrai qu'on pourrait penser que c'est pour plaire aux autres, que forcément, ça part du regard de l'autre. Et j'aime ce que tu nous dis, parce que tu nous dis, en fait, après mûre réflexion, parce que toi aussi, tu t'es posé la question, ben non, c'est juste toi. C'est juste toi et tu kiffes être comme ça. Et je me rappelle une fois, j'avais été, alors je dirais pas jusqu'à être choquée, mais sur les réseaux sociaux, une jeune femme que je suis, dont j'aime beaucoup le travail, qui est comme toi. C'est-à-dire qu'elle va sortir, elle disait qu'elle avait été acheter le pain. Alors, elle est influenceuse mode et donc elle montrait la tenue qu'elle avait. Alors, c'est vrai que tu te dis, elle va pas acheter le pain. Et en fait, la tenue était on flic. Et dans les commentaires, elle en parlait en story, elle disait qu'elle comprenait pas parce que dans les commentaires, les gens lui disaient, mais en fait, t'es imbu de toi-même, tu vas acheter du pain, pourquoi tu t'habilles comme ça, tout ça. Et sur le moment, moi, j'avais juste trouvé que c'était trop stylé. Je me suis dit, mais la fille, elle est trop stylée. Et j'avais juste vu ça. Et c'est vrai que c'est quand elle a parlé des retours négatifs, des gens qui pensaient qu'elle était juste imbue d'elle-même et qu'elle se la racontait. Et je me suis dit, mais pourquoi, en fait? Parce que peut-être qu'elle kiffe juste être bien habillée, être jolie et que elle le fait pour elle et pas pour les autres. Et tu nous prouves que, ouais, on peut être on flic tout le temps et pas le faire pour l'autre. Et c'est vrai que ça nous décharge aussi du regard de l'autre en se disant, mais en vrai, qui je suis? Qu'est-ce que je veux représenter, mais pour moi-même, pas pour l'autre. Donc ça, c'est hyper important et j'aime beaucoup ta philosophie. Ouais, parce que c'est une attitude, un comportement, une personnalité qui est tellement naturelle moi, c'est vraiment les réflexions des autres qui m'ont fait me poser la question. Parce que je vais toujours me rappeler quand j'avais rendez-vous avec mes copines, j'arrivais, j'étais des fois la seule en talons tout le temps. On me disait, ça y est, elle arrive en talons, toujours, c'est bon, on est près de la piscine, Carline, détends-toi. Et je me suis dit, mais en fait, les personnes, et des fois c'est pas méchant, mais des personnes de mon entourage veulent m'imposer, en fait, finalement, leur personnalité, leur caractère, leur style, leur mode de vie. Mais en fait, parfois, j'essayais. Parce que comme je t'ai dit, j'essaie quand même des fois un peu de me fondre. Donc, je me dis, bon, j'ai pas envie qu'elle me fasse encore des réflexions. Alors, j'arrive en ton comme tout le monde. Mais quand j'arrive comme ça, quand j'essaie de me dire, je le fais pour rentrer un peu dans leur code, je me sens pas forcément moi. Bien. Bah ouais. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, qui t'es vraiment? Qu'est-ce que qui tu es vraiment? Et quand je me suis posé cette question, par contre, tu trouves des réponses, mais attention, hein, tu trouves des réponses qui sont sympas, et puis d'autres que tu dois assumer parce que quand tu grattes, tout n'est pas rose en dessous. Si tu es honnête avec toi-même, effectivement. Oui. Et moi, j'ai même été quand j'ai commencé à m'écouter, il y a des choses aussi que tu comprends pas. Donc, tu as envie de creuser, de travailler. J'ai été voir une psychologue, une kinésiologue, et là, parfois, juste quand j'ai eu 40 ans, j'ai appris encore des choses sur moi, de par ma façon de faire, de penser. Je me dis, mais pourquoi je fonctionne comme ça? Pourquoi je suis comme ça? Et à 40 ans, j'ai appris des choses sur, il y a ma petite enfance, que je ne savais pas du tout, et qu'on a pu justement identifier par mon comportement de femme à 40 ans. C'est extraordinaire, ça. Et en fait, si tu veux, aujourd'hui,
J'ai beaucoup travaillé sur moi, à savoir qui je suis, pourquoi je suis comme ça, à quoi j'aspire réellement pour moi, et je suis beaucoup plus à l'aise dans mes talons. Et je suis beaucoup plus à l'aise aujourd'hui parfois de ne pas emporter parce que je sais qui je suis, je sais pourquoi je fais les choses et j'ai plus envie qu'on m'impose en fait celle que je dois être. De la même manière que je suis hyper tolérante et dans l'acceptation de ce que sont mes amis, de ce qu'est. Je le fais beaucoup avec ma fille parce que par exemple ma fille souvent je lui dis mais qui disent quand même tu pourrais te coiffer, tu vas pas sortir comme ça, mais qui disent ça te dérange pas, tu mets pas de crème, tes jambes sont blanches, c'est ça. Et ça a été quelque chose que j'ai fait un peu spontanément parce que comme je suis quelqu'un qui fait très attention. J'ai envie que ma fille fasse attention aussi à ce qu'elle est, etc. Et je me suis dit à un moment, tu es en train de faire exactement ce que les gens ont fait avec toi. Tu lui imposes une façon d'être. Et je me suis dit, pareil, le regard des gens, tu vas sortir, tu vas être super, et ta fille, elle sera pas coiffée, mal habillée, etc. Et donc, on va te juger. Mais finalement, je me suis dit, finalement, c'est le regard des gens. C'est comment les gens vont regarder mon enfant par rapport à moi. Et donc, je me suis dit, OK, il faut que tu la laisses être ce qu'elle a envie d'être. Ma fille, elle a eu un petit style un peu garçon manqué pendant entre 6 ans et 10 ans. C'était basket, jean, etc. Alors qu'elle avait des super petites robes, des magnifiques tenues. et je me disais, mon Dieu, mais non, en fait. Et après, je me suis dit, non, en fait, il faut que tu la laisses être qui elle veut être. Et aujourd'hui, elle a 12 ans, elle est en 5e. Et elle est en train de se féminiser toute seule. C'est-à-dire voilà, elle commence à s'intéresser, mais ça vient naturellement. Et du coup, je me dis, donc, j'aime, tu vois, je la vois évoluer, mais j'étais OK à ce qu'elle continue à avoir ce style, qui est elle, en fait. Et c'est vrai, des fois, on demande, en fait, aux autres de nous accepter, etc. Mais il faut que nous aussi, on soit dans l'acceptation. Tu vois, et souvent, voilà, soit le changement que tu veux voir dans le monde, tu peux pas demander quelque chose et ne pas le refléter pour tes propres enfants, ton entourage. Souvent, ça part d'une bonne intention. Souvent, c'est pas méchant et comme tu le dis, c'est parce que tu as une vision des choses et tu te dis, bah, c'est moi la maman, donc en quelque part, je sais un peu, mais c'est vrai que comme tu dis aussi, c'est important de te dire, ouais, mais finalement, le regard que moi j'ai sur mon enfant, c'est le plus important, peu importe ce que les autres pensent. Oui, tu restes combien de temps Tu restes combien de temps à OpenSoft? Alors, j'y reste plus de 12 ans. J'y reste plus de 12 ans. Je vais pas dire de bêtises. Ouais, en tout cas, j'y reste plus de 10 ans. J'y reste très longtemps parce que là aussi, c'est un autre trait de ma personnalité. Parce que, alors, il y a eu 2 phases. Ouais, j'y reste même 13 ans, on va dire, avec une coupure. En fait, je suis restée pendant une première tranche, j'y suis restée 8 ans. Et quand j'ai accouché de ma fille, donc en 2010, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, je me suis demandé si j'étais à ma place là où j'étais, est-ce que je faisais ce que j'avais envie de faire, dans les conditions où j'avais envie de le faire. Et en fait, je me sentais plus à ma place dans cette structure par rapport peut-être au style de management. J'aimais toujours le métier, mais je me sentais plus à ma place. On me demandait aussi de bosser beaucoup la nuit à un certain moment et des fois je me disais voilà, là je suis dans cet événement en train d'organiser des choses un peu fun certes, mais je me disais j'aurais préféré être aux côtés de mon bébé. Enfin, je commençais à me poser des questions comme ça et j'étais pas forcément entendue quand j'ai voulu réaménager un petit peu justement la façon dont je travaillais, qui selon moi n'était pas forcément pertinente, mais on voulait que je sois là quand même régulièrement la nuit, alors que j'avais faut dire aussi que tu représentais l'entreprise, parce que moi je me rappelle, pour moi honnêtement OpenSoft System c'était toi et ton boss. Moi je savais même pas qu'il y avait d'autres personnes, pour moi c'était vous deux, donc tu vois, donc pour moi c'était juste normal de te voir aux événements parce que tu représentais la société, et je pense que c'est ça aussi qui faisait qu'il avait envie que tu sois là, parce que tu incarnais complètement la boîte. C'est ça. Et c'est là aussi que j'ai compris que j'avais un métier d'image et du coup rentrer encore plus dans les codes
de l'image, gérer vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui le personal branding, mais à l'époque, on posait pas de mots dessus. C'est vraiment la façon dont tu gères la communication, l'image de marque d'une entreprise. Hein, les personnalités publiques doivent aussi apprendre à gérer leur image. Et c'est vrai que du coup, pour quelqu'un qui faisait déjà très attention à son image, c'est quelque chose qui a été assez facile, mais on devient un peu prisonnière de ça. C'est-à-dire, et c'est quelque chose que j'essaie de travailler un peu plus naturellement, on va dire, aujourd'hui, parce que je suis comme ça. Quand il y a eu effectivement les réseaux sociaux et tout, à un moment, on demandait aux gens d'être authentiques, d'arrêter d'être dans des images lisses. Donc, certaines influenceuses, par exemple, on commençait à peut-être montrer qu'elles étaient vraiment, apparaître son maquillage ou en jogging dans le canapé, et pas toujours. Et là aussi, moi, j'ai été très mal à l'aise à ce moment-là. Parce que toi, t'es pas comme ça. Parce que moi, je suis pas comme ça. Si, voilà, les gens qui viennent chez moi, même mon chéri actuel, etc., c'est la même dehors, à l'intérieur, c'est la même Carline, en fait. Et chez moi aussi, j'aime que tout soit beau à sa place. L'esthétique a vraiment, en fait, une place importante. C'est mes codes, en fait. Donc ça aussi, je me suis dit, me montrer authentique, c'est me montrer comme ça parce que je suis comme ça. Et donc, si tu veux, ouais, à OpenSoft, j'y reste 8 ans dans un premier temps. Je pars à un moment parce que et là encore une fois, comme quoi, tu vois, l'amour dans ma vie. Je pars, je rencontre quelqu'un qui est de Guyane. T'es une grande romantique, en fait. Là, je suis en train de te parler, j'en suis en train de me dire que l'amour m'a fait faire des virages à 360. Et si tu veux, je rencontre cette personne et pareil, je la rencontre, je vais en Martinique, elle ne vit pas en Martinique, donc elle part. Et un beau jour, elle débarque chez moi avec pareil, bouquet de fleurs tout, en mode voilà, je pourrais pas continuer sans toi, donc comme tu es ici, tu habites ici, je viens. Et c'était vraiment dans cette année où voilà, Kéké était encore, je l'ai Kéké, donc Kélis, ma fille. Ouais. J'étais encore dans cette vie de nouvelle maman où j'aspirais peut-être à autre chose. Et il y a une opportunité qui se présente professionnellement pour lui sur Toulouse. Et là, je dis OK. L'histoire se répète. Je plaque tout et je pars à Toulouse. Je pars à Toulouse et là, je connais personne. Mon téléphone arrête de sonner parce qu'en Martinique, comme on dit, tu es quelqu'un. Je veux dire, les plus gros événements en Martinique depuis 8 ans, j'étais médiatisée et tout. Et là, du jour au lendemain, je pars. Pendant 1 an, je prends le temps de vivre et ça m'a fait du bien parce que c'est quelque chose que je découvre parce qu'en fait, depuis petite, je suis toujours en train de me challenger, de faire plein de choses. Pendant ces 8 années à OpenSoft System où je te dis, je travaille nuit et jour, week-end, semaine, tout le temps. Et là, j'arrive à Toulouse et en fait, il ne se passe rien. C'est-à-dire que je suis là. La vie. Je suis la compagne de quelqu'un, je suis la maman de quelqu'un, mais c'est tout. Et en fait, j'ai beaucoup aimé ça, mais par contre, très vite, je me suis dit, ah non, j'ai besoin de faire quelque chose, etc. En 2 minutes, mais maintenant, allez. Voilà. Et je suis restée, peut-être 8 mois, on va dire, à apprécier la vie, tout simplement, à apprécier le temps libre, à apprécier les moments, les journées, m'occuper de ma fille, la récupérer, enfin bon, voilà. Et puis après, quand je décide de me remettre en selle, je pense que tu t'en rappelles, c'est la naissance de Nan Afternoon à l'époque à Toulouse. Ouais, j'ai trouvé ça génial. Ouais, des prémices de Ladies Break. Ouais. Et c'est comme ça que je me remets en selle et que je me montre que je suis capable de monter un concept dans une ville où personne ne me connaît, où je connais personne, où j'appelle à l'époque Toulouse FM, oui, qui êtes-vous? Je fais un événement, j'aimerais qu'on fasse un partenariat, etc. Mais comme tu as les codes du métier, le gars, il se dit, elle, on la connaît pas, mais elle a l'air d'être, encore une fois, carrée, elle a une convention, le truc est nickel, c'est censé, OK. Et là, Toulouse FM qui ne me connaît pas, j'ai pas de structure, je suis auto-entrepreneur. Ils me disent, OK, on vous suit. Et c'est de là que part ce concept autour de la femme. Et c'est là que je commence à créer des choses pour les femmes. Ça a commencé à Toulouse. Pourquoi les femmes? Alors, ce concept, comment il naît, et c'est ce qui est devenu après, quand je suis rentrée Ladies Break,
je me suis dit, j'ai envie de créer un concept où j'adorais aller, en fait. J'ai envie de créer. C'était un peu, en fait, l'événement, le kiff de Caroline Guillaume, en fait. Je me suis dit, moi, si l'événement où j'aimerais aller, ce serait un événement où on prendrait soin de moi, encore une fois. Le côté où on s'occupe de la femme, où on prend soin de la femme, etc. Donc, je me suis dit, déjà, moi, j'aime beaucoup prendre soin de moi, faire du shopping, etc. Donc, pour moi, fallait une partie shopping avec, voilà, un showroom, des tendances, voilà, quelque chose où dans un même lieu, je pourrais trouver tout ce dont une femme kiffe en termes de shopping. Mais en même temps, je me suis dit, comme tu es aussi très sensible à ce qui est vraiment, en fait, voilà, quoi, à ce que la femme soit belle, mais aussi qu'elle soit intelligente, qu'elle soit brillante, qu'elle puisse impacter son monde. Et comme je me suis dit depuis petite, si tu veux être une adulte demain en place, les outils à l'époque, c'était l'école. Et là, je me disais, qu'est-ce que je peux apporter aux femmes, justement, pour les aider à avoir confiance en elles, à ce qu'elles soient dans l'action, qu'elles fassent des choses, qu'elles soient autonomes, qu'elles soient indépendantes. Et je me suis dit, OK, on va faire des conférences, on va faire des ateliers, et puis et donc, du coup, à côté de cette partie, j'avais envie de lier l'utile à l'agréable. Donc j'avais effectivement du shopping. Je me rappelle, on faisait des ateliers sextoy, des ateliers de danse, des trucs un peu qui peuvent paraître un peu légers, si tu veux, mais l'idée c'était de donner c'était un événement plaisir à la base, c'était un événement plaisir. Et très vite, plutôt c'est quand je suis après arrivée en Martinique et que j'ai redéveloppé un concept à part entière, là je me suis dit, OK, il faut que quand une femme sorte de mes événements, qu'elle ait passé un bon moment, que ce soit vraiment une parenthèse dans sa vie de femme où elle doit gérer les enfants, peut-être le conjoint, le repas, etc. Mais à côté de ça, elle a un travail dans ce rythme effréné, mais à quel moment elle pense à elle? Alors moi, j'ai la chance d'être comme ça, c'est-à-dire de penser à moi, comme tu vois, je vais toujours me dire, il y a toujours un temps dans la semaine où je vais prendre soin de moi, où je vais aller chez la coiffeuse, je vais aller me faire masser, mais toutes les femmes ne font pas ça. Et ça, je l'ai vu autour de moi. Et en fait, vraiment, la ladies break, après, ce que c'est devenu après, c'est vraiment en français, ça veut dire la pause des femmes. Donc, en fait, le moment où on se dit stop, là, chérie, tu gardes les enfants, ou si on n'a pas d'enfants, là, on se dit, OK, on a travaillé toute la semaine, on a géré, on appelle 2 copines, et ce temps-là, c'est pour nous. On gère rien, pas de travail, pas d'enfants, pas de conjoint, pas de chérie, on pense qu'à nous. Et pendant cette journée, je vais faire mon shopping, on va se retrouver entre femmes, on va se rencontrer, on va échanger. Sur des conférences à la Ladies Break, parfois on pleure, on va oublier, en fait, on va oser se livrer. Et c'est pour ça que on a beaucoup de conférences, beaucoup de coaching, beaucoup de temps où on va prendre sur nous, on va se donner des clés. Mais à côté de ça, on va danser, on va chanter, on va faire du shopping, on va voilà, partager des cocktails. Enfin voilà, c'est vraiment un événement plaisir, mais où on ressort un peu requinqué, où on ressort avec cette énergie féminine qui est bien plus puissante que l'on peut penser. Et moi, ce qui ma récompense, c'est vraiment en fait quand les femmes reviennent sur les ladies, ce petit noyau dur où elles me disent merci parce que on trouve que voilà, la puissance des femmes circule. Il y a quelque chose qui émane de cet événement. Les gens peuvent à l'extérieur nous penser qu'on vient, on achète un rouge à lèvres, une paire de chaussures, mais l'événement c'est pas que ça. Il y a de la sororité. Il y a quand les femmes témoignent dans les conférences, vous avez tout le monde qui se lève, qui applaudit. Si on a une qui pleure, on est tout en train de pleurer, mais on va faire circuler la puissance. Et puis, je donne aussi la parole à des femmes alors, la parole, mais aussi on valorise beaucoup de femmes qui sont en train de se construire. Je sais que j'ai permis à des femmes de venir faire des conférences, des femmes qui ne se sentaient pas capables, où je dis, tu vas y arriver, c'est toi qui vas présenter cette conférence. Et le monde a besoin de savoir qui tu es et ce que tu peux apporter. Parce que finalement, moi, on m'a donné ma chance. Et c'est ce que j'allais dire. De donner des chances.
des chances. Aujourd'hui, même une femme, alors, les personnes qui exposent, ce sont des femmes, ce sont des chefs d'entreprise, très souvent femmes. Et en fait, les intégrer dans un événement comme ça aussi, c'est leur permettre d'être valorisés, de valoriser leur structure. Et aussi, si tu veux, d'être un peu un booster, en fait, pour ces entreprises qui sont gérées par des femmes, pour ces femmes qui font des conférences, parce qu'elles vont avoir une audience. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de femmes d'entreprise grandir en participant à ces événements. Et aujourd'hui, elles me le disent, certaines qui faisaient des petits trucs, qui aujourd'hui ont des entreprises, ont des locaux, ont pignon sur rue, parce que justement, ça a été un peu un Justement, je vais revenir sur le mentoring. Tu l'as dit, on t'a donné ta chance et aujourd'hui, toi, tu fais la même chose. C'était naturellement ça, ou c'est vraiment le travail que tu as fait sur toi où tu t'es dit, non, à un moment, ok, je crée des choses, mais il faut aussi que je tende la main aux autres. Parce que pour la petite histoire, moi, quand j'ai commencé justement sur les réseaux sociaux, tu as été l'une des premières personnes à m'appeler pour des événements, à m'appeler pour justement représenter des marques, des choses comme ça. Donc c'est vrai, tu le fais et tu l'as fait avec moi. Et c'est vrai qu'à l'époque, je me disais, mais c'est trop cool parce que moi, je commençais à peine dans le truc et que tu me fasses confiance en sachant la notoriété que tu avais. Donc tu mettais quand même ta légitimité en jeu en faisant appel à moi, je me disais, waouh, c'est trop cool, quoi. Mais est-ce que, justement, c'était quelque chose de normal ou est-ce que c'est un travail que tu as fait sur toi et que aujourd'hui la sororité, c'est partie intégrante de ton travail? Mais en fait, au départ, ça a plutôt été, je me suis posé la question de comment je pouvais être utile. C'était pas tellement forcément de la sororité au départ, mais je me suis dit, je suis rentrée dans une brèche, en fait, où en fait, il a été question de valoriser la femme. Ça a été mon premier événement. Donc, ma première création, elle a été sur ça. J'ai vu que ça fonctionnait et je me suis dit, OK, toi, comment tu pourrais aider, comment tu pourrais aider, en fait, tout simplement? Comment tu pourrais aider? Qu'est-ce que tu pourrais faire à ta place? Et aujourd'hui, j'ai vu que j'avais un impact dans ce milieu féminin. Et donc, je me suis dit, en fait, peut-être que, vu que tu peux avoir un impact sur ce domaine, peut-être que tu pourrais donner aussi la chance à des femmes qui auraient besoin de visibilité, etc. Donc, au départ, c'est simplement ça. Et du coup, sur les événements, j'étais plus j'allais identifier, en fait, des personnes qui avaient peut-être besoin de visibilité, mais qui faisaient des choses de qualité. Ça, c'est vrai. Et du coup, si tu veux, en fait, je grandis en même temps que tout ça. Je grandis en même temps que l'événement qui grandit, que ma notoriété qui grandit. Et donc, je me dis pas, OK, je suis quelqu'un, j'ai du pouvoir, j'ai de la puissance, je vais aider d'autres femmes parce que moi-même, en fait, je suis en train d'acquérir, en fait, aussi, de la visibilité, etc. Et en plus, comme j'ai un bon syndrome de l'imposteur, donc je me rends aujourd'hui encore. Oui, aujourd'hui encore. Ouais. Et je pense très sincèrement que je vais mourir avec, sincèrement. Et en fait, c'est comme mes peurs. C'est vrai qu'on se dit oui, au début, moi, j'ai tout fait pour combattre ce syndrome de l'imposteur, tout fait pour combattre ces peurs. Et j'ai pris des années à me rendre compte. Mais en fait, tu auras toujours peur. Ouais. J'ai des gens autour de moi qui n'ont pas peur. J'ai des copines, j'ai des amis qui n'ont pas peur, qui font des choses et qui n'ont pas peur. Et en fait, moi, j'ai toujours voulu être comme ces personnes qui, qui sont audacieuses, ambitieuses, qui n'ont pas peur, qui sont pas stressées. Je suis une grande stressée. Je suis une grande peureuse. Et je pense que syndrome de l'imposteur, Caroline Guillaume, vraiment. Et quand je le dis, les gens rigolent. Les gens me disent, attends, ce que tu fais, comment tu es, une pièce, etc. Et j'ai vu des spécialistes, j'ai tout essayé, mais j'ai compris tardivement que mes alliés, mes meilleurs alliés, c'était justement mes peurs et peut-être ce syndrome de l'imposteur. Parce que justement, ces peurs, en fait, c'est elles qui m'ont amenée là où je suis aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la façon dont je vais évoluer professionnellement et même personnellement d'ailleurs,
ça va être justement de grandir, voilà, de réussir à grandir malgré ces peurs qui m'accompagnent. Un jour, j'ai fait un live avec Sandra Bisson sur la thématique de la peur, forcément, parce qu'on s'est dit qui aller chercher, qui peut illustrer la peur. Donc, elle m'appelle, elle me dit, écoute, je veux faire un live et je sais que tu es quelqu'un qui tu parles souvent de tes peurs et tout. J'aurais aimé qu'on en parle parce que tu es quelqu'un qui est dans l'action. Et en fait, je lui expliquais pour imager aujourd'hui, quand je fais des choses, j'essaie pas de lutter contre la peur. J'identifie, tu vois, comme quand je te dis, on m'appelle pour tel truc, tout de suite, boum, j'ai peur. La peur vient d'abord. Le premier truc, c'est non, je ne veux pas. Et donc, j'identifie, j'ai peur, ok. Et en fait, je lui dis, ok, installe-toi sur mon épaule, je sais que t'es là. T'inquiète pas, j'ai noté, on a peur. Mais on fait quoi maintenant? On a peur, mais on va y aller, tu sais qu'on va y aller. Concrètement, on va y aller. Tu veux qu'on fasse quoi? Qu'on se prépare? Ok, on va se préparer et tout. Et aujourd'hui, ma peur, je lui parle. Je lui parle, je lui dis, tu sais que t'es là, installe-toi sur mon épaule, je sais que t'es là, je vais pas faire comme si t'es pas là. Mais l'essentiel pour moi, c'est que ma peur ne me paralyse pas. Et c'est tout le travail que je fais. Je me dis, ok, t'as peur pour telle et telle raison, tu te sens pas peut-être crédible à ta place, etc. C'est toujours la même chose quand on me propose de passer au département événementiel et communication à l'époque et que je me dis, mais non, je suis pas capable. Voilà, quoi. Mon premier réflexe, c'est de dire non. Sauf qu'à cette époque-là, j'ai quelqu'un qui ne m'a pas laissé le choix, qui m'a dit, tu vas le faire. Et aujourd'hui, je peux le dire parce que le syndrome de l'imposteur fait aussi que tu vas nier qui tu es, tu vas nier un peu cette fierté. Aujourd'hui, je peux le dire qu'à l'époque, oui, j'ai brillé de par ce que j'ai fait. Tu vois, avant, il y a une espèce de fausse modestie qui te fait te dire, mon non, j'ai fait comme j'ai pu. Non, je pense que j'ai été vraiment identifiée comme l'une des professionnelles confirmées de mon secteur à l'époque. Et heureusement que j'ai quelqu'un qui m'a, j'ai même pas envie de dire tendu la main, mais quelqu'un qui m'a poussé dans la force. Voilà. Ton destin en main. Ouais, j'ai envie de dire dans la fosse lion. Et là, tout de suite, j'ai dû, pendant ces années, j'ai vraiment dû faire mes preuves, j'ai dû travailler dur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens voient peut-être une Caroline qui brille, qui fait ci, mais c'est l'iceberg. On voit le sommet de l'iceberg, mais je vous assure que même aujourd'hui, on me voit évoluer sur des événements, on va me voir, voilà, elle brille, elle est belle, elle a l'air confiante, etc. Mais il y a des nuits blanches, il y a des doutes, il y a des pleurs. Moi, je sais que quand j'ai monté Caféine, j'ai pleuré pendant 1 mois. Je me suis dit, mais ma pauvre, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as fait pour nourrir Caféine? Tu arrives en Martinique, pourquoi Caféine? Parce que justement, tu arrives en Martinique, il y a la Ladies Break qui fonctionne. Et là, tu te dis, allez, je vais encore plus loin. Est-ce que c'est ça, Caféine, ou est-ce que l'idée était déjà là bien avant? Non, alors en fait, donc il y a eu cet événement qui s'appelait Nan Afternoon à l'époque, donc qui a lieu à Toulouse. À un moment, donc ma fille grandit et tout. J'ai besoin de revenir encore une fois à ma terre natale, hein, tu vois, comme la première fois après les études, là, c'était pour un chéri, mais là je me suis dit, ok, ma fille grandit et j'ai senti que elle aussi lui manquait quelque chose. Donc du coup, on revient en Martinique et là justement mon ancien patron, entre guillemets, me saute dessus. Écoute, t'es revenu. Et d'ailleurs, même avant que je revienne, il m'écrivait déjà pour me dire, écoute, si tu reviens, vraiment, il faut que tu reviennes. Mais là, tu seras vraiment autonome, tu auras ton truc, etc. Et donc à l'époque, je reviens. J'utilise cette perche pour revenir. Et donc, du coup, je reviens en 2013. Et de 2013 à 2016, je travaille à nouveau avec Idi Marajo et on fait de grandes choses. Là, on est sur des événements un peu plus importants et tout. Mais là, pareil. J'ai l'impression de ne pas écouter en fait la petite étincelle que j'ai en moi. J'ai l'impression en fait de pas être sur ma voie. Je sais pas comment te l'expliquer. Mais je me dis là, tu es dans un chemin là, tu es revenu dans un truc, il y a un truc qui bloque. C'est-à-dire que tu essaies de marcher, mais la machine, c'est pas lisse en fait. Et il y a quelque chose qui te dit, t'es pas à ta place. Il faut que tu bouges. Je ne sais pas où tu dois aller, mais là, l'étincelle reste au stade d'étincelle.
Et en fait, je décide là, un jour, je me dis, OK, il faut que tu partes. Il faut que tu partes, faut pas que tu restes là. Va voir autre chose. Du coup, t'as fait 13 ans dans une même boîte. Alors, il y a eu les prémices quand même de ce que j'ai créé à Toulouse qui a fonctionné. Il faut Bien le oui. dire. C'est-à-dire que je n'ai pas de réseau, je connais personne. J'ai 2 copines. Sur 2 doigts, je connais personne. Et ça fonctionne. Ce qu'on met en place, avec les partenariats que je mets en place. Donc là, on parle vraiment voilà, quoi. Je veux dire pas de talent, mais ce que tu vas Oui, un mettre peu, en quand place même. professionnellement, ça va générer des choses qui fait que ça fonctionne. Ça veut dire que ce que tu as développé, ça fonctionne en Martinique, mais ça fonctionne à Toulouse, tu connais personne. Si tu vas au Japon demain, ça va fonctionner aussi. Tu Donc, sais faire. voilà. C'est-à-dire, les compétences que tu as développées, ça fonctionne. Ouais. Et finalement, quand tu vas dans une structure où on te dit oui, c'est bien ce que tu fais, mais il faut rester, voilà, ne sois pas trop grand, n'aie pas trop d'idées, trop démesurées, fais ce qu'on te demande de faire. En fait, sois dans l'exécution. Et je pense que à un moment, je me rappelle, à l'époque, on m'avait interviewée et j'avais dit, on m'a dit, ouais, mais t'es une leader et tout. J'ai fait, non, je me sens pas leader. Par contre, je suis une très bonne exécutante. C'est-à-dire que quand je fais, c'est carré. Mais je serai pas la tête. Je ne me sens pas être la tête. Mais par contre, je suis une très bonne cadre supérieure qui va gérer le truc, voilà, au millimètre près, ça c'est le truc. C'est-à-dire le truc sur la cousu main, c'est de la haute chirurgie. Ça oui, je sais faire. Et donc, le cap, il a été très difficile pour moi parce que quand j'ai quitté donc cette structure, pour moi, c'était pour aller chercher du travail ailleurs. Donc, en fait, Tu savais pas quoi faire, en fait. Je ne m'étais pas dit 2 secondes que j'allais monter ma structure. Okay. Et même quand on se sépare, quand je quitte justement cette structure, je me dis, il faut que je cherche du travail. Mais je sais en même temps que j'ai développé tellement de compétences, tellement de qualités managériales, parce qu'à la fin, j'étais directrice générale. Et du coup, c'est vrai que ça a été compliqué pour moi, de me dire, OK, je vais bosser où? Est-ce que je vais pas aller bosser en agence de com, mais je serai chef de projet, mais je vais exécuter les stratégies qu'on va me donner. Or, aujourd'hui, je sens que je suis capable, mais j'ai peur. Je ne sais pas. Et en fait, vraiment là, Tia, c'est mon entourage, c'est mon compagnon et les gens spontanément qui me disaient, bon, on est d'accord, tu vas monter ta boîte là. Non, parce que Caroline, tu peux pas aller bosser pour quelqu'un. Enfin, c'est pas possible. Et tu sais, moi, ce qui me tue, c'est quand même que t'as l'audace de partir sans bouée de secours derrière, parce que t'as pas un matelas qui va te récupérer. Tu pars sans rien, alors que t'as peur. C'est ça qui est dingue. Je n'ai pas d'argent. C'est-à-dire que mon histoire familiale fait que j'ai pas un père ou une mère qui va me dire, écoute, tiens, si tu n'as pas de pâte de jambon, c'est qu'elle est à faim, que tu n'as pas, ton frigo est vide. Donc, et c'est quand je me rends compte de ça que je pleure tous les soirs en me disant, mais comment tu vas faire? C'est-à-dire que, est-ce que quelqu'un va daigner, si jamais même tu montes ton entreprise, est-ce que tu vas avoir des clients? C'est-à-dire que moi-même, je suis tellement pas en phase, objectivement avec qui je suis, que je doute du fait que j'aurai des clients. Et que je me dis, mon Dieu, et qu'autour de moi, on me dit, non, mais la question se pose pas, Caroline. Il faut que tu m'appelles. Oui, parce qu'en même temps, tu es quand même consciente. C'est dingue parce que tu es consciente de tes compétences, tu es consciente de tout ce que tu as fait, et en même temps, tu te dis, ouais, mais il y a peut-être personne ne viendra. Donc, tu sais, il y a cette guerre en toi qui dingue. Et je pense que, Tia, c'est exactement ça. Et je pense que j'ai toujours eu un souci de crédibilité envers moi-même. J'avais beau faire parmi les événements les plus majeurs de l'île, les acteurs te connaissent et te reconnaissent. Tu as prouvé qui tu es, parce qu'au départ c'était ok, c'est la collaboratrice de, c'est la petite poupée, voilà, donc on se dit bon, ouais, elle est gentille, Caroline, elle est gentille. Donc moi, je voulais pas être un corps, je voulais être, qu'on me voit comme un cerveau aussi. Et c'est pour ça que j'ai toujours lutté contre même les remarques sexistes, peut-être les clients qui vont dire ma chérie, etc. Ça paraît tout con, mais je me dis, si c'était un mec, on l'aurait pas appelé ma chérie.
devant C'est tout le monde clair. sur un salon. Et donc, j'ai toujours essayé le plus que possible qu'on me voie de par mes compétences. Et c'est un travail qui a pris... En fait, j'ai un métier aussi qui m'aide. C'est-à-dire que j'ai un métier où on voit ce que tu es capable de faire. C'est-à-dire Ouais, que clairement. tu arrives ou tu arrives pas, l'événement, il a une date. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que l'événement va prendre de l'envergure? Est-ce que ce sera bien organisé? Est-ce que tu vas faire ce que tu as dit que tu ferais? Et donc, c'est vrai que ça m'a aidé parce que très vite, on s'est dit, tiens, la petite, parce que j'ai commencé tôt. Moi, je suis arrivée à OpenSoft, j'avais 21 ans. Tu Ouais. vois? Et en plus, comme j'avais ce problème de crédibilité, je suis retournée à l'école quand j'étais en poste. Ce côté où finalement, j'ai toujours été quelqu'un qui a travaillé nuit et jour, en fait. Je l'ai fait même quand j'ai fait mes petits jobs de thèse avec mon boulot de secrétariat. Je l'ai fait après, quand je suis rentrée aussi à Open, au début aussi je bossais la nuit, etc. Quand j'étais en poste à OpenSoft System, j'ai continué à me former, donc en formation continue. J'ai Fallait validé combler mes cette de visibilité que communication. tu n'avais pas. C'est ça. Après, je suis partie sur mon master. J'ai eu mon diplôme de perfectionnement à la gestion des affaires pendant que j'étais enceinte. Je me rappelle. Enfin bon, c'était tout un truc. Mais tout ça, par contre, quand j'ai réfléchi, j'ai bien compris que je recherchais une validation et une crédibilité. Voilà. Et c'est toujours la même question qui se pose quand vient en 2016 le moment où je me dis qu'est-ce que je fais et que je décide, là tu vas y aller. Encore une fois, t'as peur, Carly. Voilà, t'as encore peur. Ok, tu vas y aller quand même. Et donc je monte Caféine et voilà. Et je me rappelle que j'ai une petite larme quand je vais déposer mon dossier au CFE de la CCIM pour avoir ton SIRET et tout. Et là c'est parti et je me dis waouh. Mais tu te rappelles d'où tu viens, s'il te plaît? T'étais dans un secrétariat téléphonique, t'avais gâché tes études, et là, tu vas être chef d'entreprise. Et là, il y aura pas de filet de secours, quoi. Il y aura pas de bout de sauvetage. Et toi et toi-même. C'est toi et toi-même. Mais par contre, tu vas créer ce que tu as dans ta tête. Tu vas pouvoir donner vie à tes idées sans que tu te dises, mais non, ça c'est pas bon, c'est pas la bonne stratégie. Et ça, en fait, c'est toute la magie de l'entrepreneuriat. Et en fait, aujourd'hui, quand on me dit est-ce que tu regrettes à refaire, je refais. Et je refais même si c'est dur. Ça a été dur au début, Caféine? De manière objective. Ouais. Vraiment, Tia. Ce qui a été le plus dur, en fait, c'est... en fait, la difficulté n'a pas été là où je pensais qu'elle serait. Parce qu'en fait, je n'ai eu aucun souci à avoir des clients. C'est clair. J'avais mis en place une stratégie de communication et de marketing, en fait, pour aller chercher des clients. Caféine à 6 ans, c'est quelque chose que jusqu'à maintenant, je n'ai pas mis en œuvre parce que les gens sont venus à moi. Dès que l'info a commencé à se propager, que j'ai monté ma structure, alors j'avais mis un point d'honneur, je ne voulais pas que les clients de l'ancienne structure me suivent. Donc, c'est vrai que j'ai pas communiqué forcément envers eux ou quoi que ce soit. Mais en fait, je me rappelle, mon premier client, ça a été pour faire la course du 5K de McDo. Et je me suis dit, tu te rends compte? Je me disais, mais est-ce que même la petite TPE, petit sonson, est-ce qu'il peut faire confiance? Et je me rappelle que mon premier contrat, c'est un événement d'envergure qui est le 5K organisé par McDo à l'époque, où le directeur de l'époque me reçoit parce que quelqu'un a donné mon nom dans une réunion. Et donc, j'arrive et là, je me dis, j'ai rendez-vous avec le directeur de McDo. Enfin, mais je sais pas crédit, mais mon SIRET est en cours, Tia. C'est-à-dire que, et j'ai bidouillé un PowerPoint que j'ai imprimé avec des références et tout. Et on fait un rendez-vous d'une demi-heure. Et il me dit, OK, donc on m'a donné votre nom, qu'est-ce que vous faites, qui êtes-vous? Et donc, je me présente, etc. Et donc, au bout de 20 minutes d'entretien, il me dit, OK, très bien. Vous me faites une proposition pour organiser le 5K. On se revoit demain. Faites-la moi ce soir si vous pouvez. Et je lui dis, comment ça? Il me dit, oui, non, mais moi, je veux travailler avec vous. C'est avec vous qu'on va travailler. Donc, faites-moi une proposition tarifaire. On se voit demain. Et dis-toi que 48 heures après, j'étais déjà en train de bosser sur l'événement. Et génial. Ça aussi, je me suis dit, OK, si McDo me fait confiance, parce qu'en fait, il y a plein de grosses agences déjà bien installées
Carline, c'est qu'il ne faut pas que tu nies ton talent, il ne faut pas que tu nies tes compétences. Ça ne te sert à rien, en fait. Et si tu veux, c'est de là vraiment... Le plus difficile pour moi, ça a été d'accepter que j'étais passée, en fait, à un autre niveau et d'accepter d'avoir la posture parce qu'à un moment, des fois, je me visualisais, j'étais un peu petite fille, en fait. Quand j'ai été devant Renaud Copin, parce que c'est comme ça que c'était cette personne, après coup, je me suis dit, ouais, t'as été là un peu en posture, petite fille, t'avais pas confiance. Et c'est parce que lui, je pense qu'il a regardé au-delà, il s'est dit, mais en fait, elle est brillante. Et donc, il a fait quoi. Le plus dur, ça a été d'avoir la posture et d'incarner celle que j'étais vraiment. Ce que aujourd'hui, j'estime que j'arrive à faire. T'autorises à être toi. Ouais, que je m'autorise à être celle que je suis aujourd'hui, en fait, tout simplement. Et avec beaucoup d'humilité, je suis quelqu'un, je me remets beaucoup en question. Et puis l'échec aussi, c'est un sujet chez moi. L'échec. T'as connu l'échec? Parce que moi, j'ai l'impression d'avoir vu une Carline qui n'a fait que briller. Et là, tu me le dis, tu crées ta boîte et ton premier client, c'est McDo. Donc, à quel moment il y a eu des échecs en vrai? Ah ben, alors, justement, mon chéri, il me dit tout le temps, ceux qui n'ont pas échoué, en fait, c'est l'échec qui fait grandir. Quelqu'un qui n'a jamais échoué ne grandit pas. Et j'ai lu un livre exceptionnel que je pense que tu connais qui s'appelle Les Vertus de l'échec. De Charles Pépin, si je dis pas de bêtises. Ce livre, vraiment, il a changé je suis pas dire qu'il a changé ma vie, mais en fait, si tu veux, j'ai pas l'impression je veux pas que ça paraisse un peu pompeux, mais je pense que j'ai pas échoué. C'est-à-dire que j'ai pas eu de gros échecs dans ma carrière professionnelle. En revanche, j'ai été omnibulée par le fait d'échouer. Tu vois? Et j'ai été omnibulée par le fait qu'il ne fallait pas que j'échoue. Je n'ai pas le droit d'échouer. Et j'aurais connu l'échec, que ça aurait pu être pour moi, ça m'aurait peut-être détruit parce que je me suis dit, tu peux pas échouer. T'es une professionnelle, t'as des compétences. Il n'y a pas de place pour l'échec. Et en fait, si tu veux, ça m'a un peu aussi pourri parce que ce côté où tu te donnes pas droit en fait à l'erreur. Ouais. Quelque part, tu réussis, oui, mais à quel prix? Tu vois. Aujourd'hui, tu le regrettes? Alors non, je regrette pas du tout. Je regrette pas du tout, mais par contre, je suis contente de tout ce processus, de tout ce que je mets en place, de comment j'évolue, comment je grandis. Et en fait, je suis beaucoup plus tolérante envers moi-même. Et c'est con ce que je vais dire. Est-ce que tu es dur avec les autres? Je suis exigeante. Ouais. Je suis très exigeante envers moi-même. Je suis très exigeante avec les gens qui sont autour de moi. Je suis très exigeante avec ma fille. Même en amour, je suis exigeante. Je suis exigeante avec mes collaborateurs. Mais je suis une exigeante... Comment on va dire ça? Je suis une exigeante douce, entre guillemets. Une fois, un prestataire, il m'a dit « t'es exigeante ». Et en fait, ma plus belle récompense vraiment dans ça, je peux pas être une autre personne, Tia. J'ai essayé. Je me dis, écoute, je sais pas, essaie de laisser passer. Les gens qui ont travaillé avec moi pourront te dire, même si on l'atteint pas, j'essaie toujours de viser l'excellence. Ça, c'est quelque chose qui me caractérise et c'est quelque chose que j'ai accepté aussi. Mais moi, j'ai adoré travailler avec toi. Moi, j'ai adoré travailler avec toi parce que, en fait, quand tout est carré, c'est tellement facile que je trouve, moi, je dirais même pas que t'es chiante. Moi, je dirais juste que t'es pro. T'es pro. Moi, à chaque fois que j'ai bossé avec toi, j'arrivais et tout se déroulait, mais de manière très simple, très fluide parce que t'avais pensé à tout. Et finalement, je me dis, mais c'est ça le pro. Alors ouais, toi, tu vas jusqu'au bout du concept. Mais finalement, c'est ce qui fait ta force. Et tu sais pourquoi je regrette pas? Parce que même quand j'ai monté le concept Les 10 breaks, je suis dans les détails, en fait. Alors, plus ton événement grossit, moins tu peux être dans les détails. Mais tout le temps, je me dis, quel détail peut faire la différence? Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, c'est vrai que, par exemple, un truc tout con, au départ, quand j'ai lancé Les 10 breaks, donc
Là où d'autres vont peut-être moins investir dans le détail, dans la décoration. Voilà, je me dis, j'accueille les filles, mais on met des bonbons, on met le petit mot avec la petite citation qu'elles peuvent piocher quand elles vont rentrer. Comment on peut pousser l'expérience pour qu'elle soit la plus agréable possible? Dans ma façon d'animer mes événements, aussi créer de la convivialité, de la proximité, mais de la douceur, etc. Avec mes collaborateurs, je vais être exigeante, mais je vais aussi leur dire bravo, c'est bien. Waouh, là vraiment super initiative. Tu es brillante, je suis quelqu'un qui félicite, je suis quelqu'un qui offre des cadeaux. Je suis comme ça. Ma collaboratrice va arriver, elle va trouver des petites attentions, sa petite tarte aux fraises dans le frigo. Je sais pas, un cadeau. On va fêter son anniversaire, même si elle fait pas son anniversaire. Je suis celle qui donne beaucoup, qui exige beaucoup. Ouais, je suis la copine aussi en amitié quand mes amis vont douter. Je suis celle qui va faire ce que j'aurais aimé qu'on me dise quand moi je doutais. Donc, je sais que j'ai déjà participé au fait que certaines de mes copines montent leur entreprise. Je suis celle qui va en fait permettre à l'autre, justement, d'identifier vraiment qui elle est vraiment, en fait. Ouais. C'est-à-dire de lui dire, en fait, tu es là, tu as fait ça. Est-ce que tu te rends compte que tu as fait ça et qu'aujourd'hui tu es là? Moi, tu me bluffes et franchement, je t'admire. Je suis l'amie qui parle comme ça. Il n'y a pas plus tard que quelques jours, j'ai fait pleurer une amie à qui je suis arrivée, à qui je vais vous faire un bouquin et je lui ai fait une petite carte en lui disant, est-ce que tu as vu où tu es aujourd'hui? Mais est-ce que tu réalises le chemin parcouru? Moi, je t'admire. Et quand elles me disent, non, mais la grande Caroline, parce qu'elles se disent, voilà, tu as fait un festival, tu fais ça, enfin, justement, on va en parler. Ouais. Mais justement. Ah non, mais moi, j'adore, je pourrais t'écouter pendant des heures. Mais justement, moi, ce qui me bluffe, c'est quand tu nous parles de ton expérience et où on sent quand même qu'il y a encore cette petite voix, comme tu dis, il y a la peur sur une épaule, le syndrome de l'imposteur de l'autre côté, mais tu es capable de faire un festival. Le festival, c'est le prolongement, pour moi, logique de la Ladies Break. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. D'où ça sort? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi ça? C'était quoi ce monument? Ben, si tu veux, je serais obligée de te parler en fait de la vision. Ouais. En fait, le festival, c'est l'aboutissement, même la continuité en fait d'une vision. Quand j'ai créé l'agence, j'allais dans beaucoup d'événements d'entrepreneuriat et les gens parlaient, oui, ma vision, etc. Les gens parlaient beaucoup de vision, de trucs. Et en fait, j'étais très mal à l'aise parce que je me disais, mais moi, c'est quoi ma vision? Enfin, j'ai monté une entreprise sans vision, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et je me rappelle avoir eu plusieurs échanges avec mon compagnon, qui est quelqu'un, voilà, de vision, c'est aussi un entrepreneur, voilà, et qui pour moi, qui est un mec du futur dans sa façon de concevoir l'entreprise et le management de l'entreprise. Mais moi, j'avais pas ça. Sincèrement, hein, et je le dis aujourd'hui parce que comme je suis dans l'acceptation de ce que je suis et tout, j'ai pas du tout honte. Je faisais des événements qui fonctionnaient. J'avais à cœur en fait d'aller au bout et d'être à la hauteur, c'est vrai. Mais si on me disait, mais c'est quoi la vision de Caféine? Où tu te vois dans 5 ans, 10 ans, 15 ans? J'avais du mal à le définir, à l'énoncer clairement. En fait, j'avais du mal à l'énoncer clairement. C'était un peu flou. Jusqu'au jour où jusqu'au jour en fait où quand j'ai pensé un peu la Ladies Break et qu'on a commencé à faire la Ladies Break et que je développais la Ladies Break comme une marque, je savais en fait où je voulais en venir. Je savais que ce que je faisais était une première pierre, que ça allait grandir, mais je savais pas encore comment. Mais en fait, la façon dont je l'ai organisé, la façon dont je l'ai pensé, en fait, je savais qu'il allait avoir un aboutissement. Et c'est au bout de 2 ans de Ladies Break, donc il y a 3 Ladies Break par an, cette espèce de bulle de bien-être au féminin. On a commencé avec 200 femmes, la première édition en février 2017, deuxième édition 500 personnes, troisième édition 800 personnes. Je me suis dit, il se passe quelque chose. Ouais. En tout cas, je suis sur la bonne direction. Ce que tu as voulu créer,
toi, petite agence, parce qu'il faut dire que pendant les 2 premières années de Caféine, j'ai travaillé seule. À Ouais. l'époque, je créais tous les événements seule, je répondais au marché seule, j'étais dans la mise en œuvre seule. Et à côté de ça, j'avais déjà commencé l'accompagnement d'entreprises en communication. Et ça aussi, les gens me disaient, c'est pas possible, vous n'êtes pas seule. Et en fait, la première entreprise où j'ai travaillé, on faisait des grandes choses. Dans le département, j'étais seule. Et les gens pensaient qu'on était 10 dans le département événementiel. C'est sur la fin, très tard, que j'ai eu une collaboratrice. Et ce qui m'a sauvée, et ça va te parler, Tia, c'est la structuration et l'organisation. Je sais que toi, tu es Mot-clé. et que tu as développé des produits sur ça. Très vite, j'ai compris que la structuration, l'organisation, la discipline, la rigueur. Je voyais des personnes dans certaines structures que je ne vais pas citer, où les gens sont 10 et ils faisaient le boulot que moi je faisais toute seule. Ouais. Tu vois? Et ça, on me disait, mais comment c'est possible? Alors après, c'est vrai que ça m'a beaucoup servi du coup pour Caféine, parce qu'au début, j'avais pas de quoi payer le salaire de quelqu'un, etc. Et j'ai pu en fait amener la structure à grandir seule. Et à un moment, je me suis dit, ok, là, il faut vraiment quelqu'un. Donc, on commençait à recruter aussi, recruter quelqu'un. Je dis à mon image, parce qu'encore une fois, je connais mon niveau d'exigence. Et du coup, ça aussi, ça a été très dur de trouver quelqu'un qui va avoir, parce que moi, je veux que la personne travaille en autonomie. Je n'ai pas envie de lui imposer, j'ai envie de trouver quelqu'un qui a pour elle-même un niveau d'exigence et qu'on ait la même vision des choses et le côté qualitatif. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec des collaboratrices justement qui sont un peu sur la même lignée et que j'ai eu plaisir aussi à former parce que l'idée, c'est de donner aussi, de donner beaucoup. Donc, pour en revenir au festival, très vite, je me suis dit, cet événement doit grandir. Et tu sais, qu'est-ce qui a fait cet événement grandir aussi au-delà de la vision où je me suis dit, quand on a fait Ladies Break, on était 1300, je me suis dit, mais comment l'événement peut grandir plus? Et comme je suis quelqu'un de challenge, je me suis dit, oui, on peut pas stagner, en fait. L'événement, il fonctionne. On va pas rester à faire des événements à 1300 nanas. On peut le faire évoluer dans le contenu, dans la forme, mais j'ai envie de quelque chose de plus grand. Mais en même temps, Tia, je me dis, qui tu es? Je peux pas. Qui tu es pour faire un événement plus grand? Parce qu'un événement plus grand, Caroline, ça s'appelle un festival. C'est ça. Concrètement, ça s'appelle un festival. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, tu as fait tous les lieux qui accueillent le plus de personnes. Les autres lieux, ce sont des lieux de festival. Et on n'a pas beaucoup de lieux de festival en Martinique. Toi, tu crées un lieu où soit on avait donc un nouveau lieu qui est la Palouse Arena, qui est un lieu qui prend des milliers de personnes. Mais je me suis dit, oui, mais ça, c'est un lieu de concert d'envergure ou de festival. Et tout de suite, mais qui tu es? Désolée. Pourtant, je suis en... Vas-y, autant pour moi. Et je me suis dit, t'es dans une TPE. Vous êtes peu nombreuses. Et tu vas organiser un festival. Mais qui tu es pour organiser un festival? Là, t'avais les deux voix là qui te parlaient sur les épaules. Et l'autre voix m'a dit, mais qui tu es pour ne pas faire un festival, en fait? Exactement. Et pourquoi tu ne vas pas faire un festival? Et du coup, je sais au fond de moi, à ce moment-là, que j'ai largement les compétences pour le faire. Bien sûr. Ce qui te faut, c'est la confiance en toi pour passer à l'action. Et ça, tu sais aller chercher cette ressource en toi qui va faire que tu vas le faire. Et là, j'ai dit, OK, j'en ai parlé à ma collaboratrice. Comment tu fais pour aller justement chercher cette ressource? Je te coupe 2 secondes. Comment tu fais pour aller justement quand tu as peur et que tu sais que tu vas y aller, mais toi, comment tu fais pour sauter le pas? J'aurais aimé te donner une réponse avec un vrai process ou même des outils. Mais je crois que jusqu'à maintenant, ce que je vais chercher en moi, je suis même pas sûre aujourd'hui de pouvoir mettre des mots dessus. En fait, c'est comme si je me laissais pas le choix. Ok. C'est comme si, en fait, il n'y avait pas de plan B possible. C'est-à-dire quand je pense à quelque chose
si je sais que j'ai les compétences, j'arrive pas à me dire, ouais, mais j'ai peur, hein. Est-ce qu'on va pas se planter? Est-ce que je vais réussir? Voilà, le festival, quand je décide de le faire, j'ai pas d'argent. En tout cas, j'ai pas d'argent pour faire un Pour un festival à plusieurs centaines de milliers d'euros. J'ai pas cet argent. Mais l'étincelle qui est devenue flamme en moi, l'étincelle dont je te parlais, elle me dit, Carline, ton chemin est là. C'est là que tu dois aller. Vas-y, t'as pas d'argent, on verra. Quand t'avais la Ladies Break de 200 personnes, t'avais 1 000 euros sur ton compte, tu l'as fait. Bon, le lieu seulement, il coûtait 4 000 euros. T'as réussi. Ah ben, vas-y. L'énergie. Et après, Cynthia, je suis très axée sur l'univers. Ouais. C'est-à-dire que je sens que c'est là qu'il faut que j'aille. Et quand je fais le premier pas, l'univers m'envoie les choses comme ça. C'est-à-dire que tu sais que c'est au fur et à mesure. Et je suis très attentive aussi. Quand je me suis dit, OK, on fait ça, j'en ai parlé à ma collaboratrice. Elle m'a dit, mais c'est génial. Super, on y va. C'est-à-dire qu'elle, elle n'a pas douté. Ouais. Et en fait, je me suis dit, OK, par contre, ça, on va pas le faire à deux. On va s'entourer de personnes que du coup, j'ai identifiées. Il n'y a pas une personne qui m'a dit, non, mais alors là, Caroline, mais tu as complètement craqué. Est-ce que tu as conscience que tu arrives à fédérer les gens? Est-ce que tu as conscience de ça? Ouais, ça, je l'ai compris là, parce qu'en fait, quand je veux lancer ça en 2020, parce que c'était 2020, et donc, du coup, moi, je commence à me dire qu'on va faire ça en novembre 2019. Et là, je passe 2-3 coups de fil, et j'ai pas d'argent. Et les gens me disent, on te suit, mais on te suit bénévolement, en fait. On y va parce que le projet est tellement beau et tellement grand. Tu veux faire un festival qui valorise la femme, fait par des femmes pour des femmes. Mais en fait, on veut être dedans, on veut être I'm in. Et il n'y a pas une personne que j'ai identifiée qui m'a dit non. Et c'est la même chose pour le projet tel quel. Je sais pas si on aura le temps d'en parler, mais pareil. Ouais, bien sûr. Ouais, et si tu veux, en fait, je me suis dit, waouh, je sais pas ce que ça va donner. Donc, la destination est belle, mais le chemin sera encore plus beau. Et je vais te dire, non, pour aller un peu vite, le truc meurt dans l'œuf, parce que du coup, quand nous, on commence à activer les trucs et on se dit, OK, on va lancer la com dès le mois de mars, il y a un truc qui s'appelle Covid qui débarque dans nos vies et qui nous arrête net. Et donc, je me rappelle, on avait un groupe, on est confinés, on se dit, bon, parce qu'à l'époque, on sait pas que ça va durer. Le festival est prévu pour juillet 2020. Et c'est en mai que je dis aux filles, non, je pense que ça va pas le faire. Ça va pas le faire, je le sens pas. Si le truc continue, on n'aura pas le temps de mettre les choses en place. Donc, le groupe est là, il reste là. Il est en sommeil, etc. Et puis, 1 an de Covid, 2 ans de Covid. Et en début d'année 2020, on est encore un peu en Covid, on a encore des pics, des trucs et tout. Mais on discute avec d'autres acteurs de l'événementiel. Je regarde un peu ce qui se passe au niveau national et je me dis... Et je discute avec une amie qui me dit, Carline, cette année, ça va être une année exceptionnelle. C'est l'année où les choses vont redémarrer. Et les activités vont reprendre. En fait, elle m'explique, c'est quelqu'un qui est très aussi univers, planète et tout. Elle me dit, normalement, 2022, c'est l'année où il faut aller. C'est l'année où toi, si tu dois exprimer ta créativité, faire des choses grandes, c'est l'année du grand. Faut que tu y ailles cette année. Elle me dit ça, on annonce encore un nouveau confinement. On est on est après carnaval où les chiffres remontent un peu, etc. Et je me dis, ouais, on y va. Et je parle aux filles. Et je leur dis, écoutez les filles, je pense que d'ici juillet, ça va le faire. Parce que je sais qu'on s'est mobilisé il y a 2 ans, mais qui a envie de porter ce projet à mes côtés? Et là, tout le monde est OK. Mais évidemment. Et alors, je veux dire, en 2020, l'agence commençait à bien grandir, mais bon, on n'était pas encore sur... comme je dis, on n'avait pas l'envergure, on n'avait pas l'envergure financièrement pour aller sur ça. Et là, quand moi, je rappelle l'équipe 2 ans après, on vient de faire 2 ans de Covid. L'événementiel qui est mon 2080, hein, c'est-à-dire qui est vraiment le gros levier de l'agence, il n'y a pas eu d'événement. Donc, en fait, je me retrouve dans la même position où j'ai toujours pas d'argent, en fait. Mais je me dis,
non seulement pour la profession, pour Caféine et pour Caféine et pour la profession et pour les gens, il faut envoyer un signal fort. Il faut que nous, acteurs de l'événementiel, on a souffert pendant 2 ans. Il faut qu'on dise aux gens, on est de retour, mais là, on est de retour et ça va briller en fait. Et on a grandi on était en back office pendant 2 ans, mais on s'est fortifié et on a vraiment envie que ça redémarre. Et je me suis dit, faut que tu reviennes avec un festival. Il se passe comment le festival? Comment? Il se passe comment le festival? Et ce festival, alors c'est ce que je te disais. Je disais aux équipes, peu importe ce qui se passe, déjà, ça a été un bonheur en fait de travailler avec vous. Et au-delà de la destination, c'est le chemin qui va être important. Et en fait, ma plus belle récompense, vraiment, je te promets, c'est les équipes. Elles m'ont dit après, en fait, on a fait quelque chose dont on ne se savait même pas capable. Trop bien. Et j'ai été entourée de personnes qui sont dans d'autres agences ou que j'avais identifiées comme personnes qui avaient des compétences, mais effectivement, qui n'avaient jamais travaillé, qui n'avaient jamais participé à l'organisation d'un événement d'envergure. Et elles m'ont dit, on a tellement grandi pendant cette période de préparation des festivals que nous, en fait, au-delà de la rémunération, Caroline, tu nous as offert quelque chose, c'est qu'on s'est rencontrés aussi. Et en fait, il y a des lumières qui se sont allumées chez nous. La petite étincelle que moi, j'ai allumée en partant créer Caféine, j'ai vu aussi que chez certaines personnes dans l'équipe, qu'elles avaient aussi besoin de se sentir capables. Et en fait, je sais pas qui n'a pas pleuré le soir du festival. Je te disais, je suis encore émue. Alors, on a parlé pendant 1h30 et je me rappelle tout à l'heure, je te disais, généralement c'est 1 heure l'interview, mais j'adore. C'est parti, je pense. Non, on va tout garder parce que c'est hyper intéressant. Il s'est très bien passé. Je vais essayer de faire passer l'émotion. Ah, c'est trop, j'adore. Mais alors, moi, je peux le dire parce que alors j'étais pas là, j'étais déçue de ne pas être là parce que j'habite pas en Martinique, mais j'ai vu les retours. En fait, moi, c'est surtout parce que bien sûr, tu vois la scène, tu vois le monde, mais moi, c'est surtout les retours que j'ai vus sur les réseaux sociaux. Il y a pas un retour qui a été négatif, il y en a pas un. Toutes les femmes qui postaient, c'était mais waouh quoi, mais quel événement, mais c'était juste grand, c'était juste énorme. Donc, tu as créé quelque chose. Et comme je le dis, t'as cette force de réussir à fédérer de par ton charisme, de par ton savoir, de par ta rigueur et ton excellence. T'as réussi à faire ça et finalement, pour moi, le festival, c'est carrément toi. Pour moi, le festival, c'est ce que tu représentes. Non, mais vraiment, pour moi, tu te rappelles, on s'est vu dans l'avion, on s'est vu sur un vol. Tu me dis que tu vas faire ça. Et tu me dis, mais en plus, je te revois tellement, tu me dis timidement, ouais, je vais créer un festival, mais tout timide. Et je te dis, mais c'est trop bien! C'est trop bien! Parce que c'est tellement ce que tu incarnes que pour moi, c'était juste normal que ça fonctionne, quoi. C'était juste normal. Ouais. Et ça a été un très bel événement, ça a été une superbe aventure humaine. On l'a fait dans l'adversité, avec une météo, 3 tempêtes tropicales dans la même semaine, un pic de Covid 3 semaines avant. On était dans le doute. On a été hyper solidaires. Moi, j'ai été bloquée du dos une semaine avant. Je suis restée couchée pendant quelques jours où je me suis dit, my God, Seigneur, qu'est-ce que tu essaies de me dire? Parce que là, on est au top de l'adversité, en fait. Ouais. Et si tu vas au bout, c'est parce que tu as cette flamme. Et tu sais que quoi qu'il arrive, il faut que tu ailles au bout. Et vraiment, à travers ce témoignage, je veux vraiment encore remercier cette famille festival. Parce que vraiment, je leur ai dit, pour rigoler, je leur ai dit, même si on gagne pas d'argent, et même si quand je meurs, j'ai que 10 € sur mon compte, je suis trop contente. Vous êtes surtout sur mon testament. Franchement, parce que ce que vous m'avez permis de faire et ce qu'on a fait, c'est quelque chose de grand, en fait. C'est quelque chose de grand, ce que chacun a apporté, en fait, dans cette famille festival. Ça nous a permis de tenir jusqu'au bout. Et sinon, ouais, l'événement, c'était, ma voix tremble un peu.
C'était lourd, c'était lourd. Et on prépare quelque chose de grand, d'encore plus grand. Dans un an, j'ai hâte qu'on se retrouve et qu'on recommence à brainstormer, à travailler. À un moment, Ridla et Ludivine me font monter sur scène. Et Ridla me pousse, il me laisse devant la scène. Mais genre, regarde ce que tu as fait, prends quelques secondes. Et là, je me retrouve face à des milliers de femmes en train de chanter avec ces lumières, ce truc avec mon frère à la lumière. Donc, il y a un côté famille aussi, vraiment. Ouais. Et je vois toutes ces femmes, je pense qu'on était à 96% de femmes, qui chantent, qui me regardent, qui sourient, qui applaudissent. Franchement, on est au summum de la sororité ce jour-là. Et là, tu te dis, je vais faire plus grand. Ouais. Et je me dis, mais en fait, qu'est-ce qu'une femme n'est pas capable de faire? Clairement. Clairement. Une fois que tu as l'étincelle, qu'est-ce qui peut t'arrêter, en fait? C'est pas l'argent. C'est faux. Les gens qui disent qu'ils font pas de projet parce qu'ils ont pas d'argent, je pense, j'ai fait tous mes projets sans argent, tous. Et tout le monde peut témoigner tel quel, Ladies Break, festival, entraide. Justement, on va parler de tel quel avant de se quitter, parce qu'on va quand même un moment arrêter l'interview. Oui. Alors, désolée, mais c'est vrai que, alors moi, j'ai un live dans pas longtemps. Seigneur. J'ai envie quand même qu'on parle de tel quel. Tel quel, tu rencontres des femmes qui vont se livrer à toi de manière très douce. Je trouve que tel quel, c'est de la douceur. C'est de la douceur où, elles se livrent justement tel quel. Ça t'est venu d'où tel quel? Quand on dit vraiment du chaos naissent les étoiles, c'est vraiment ça. Tel quel, en fait, est né de la crise Covid. Ouais. Tel quel est né parce que je pouvais pas faire d'événements, je pouvais pas faire de Ladies Break. Et je me suis dit, mais comment rester aux côtés des femmes? Comment continuer à les accompagner? Et je me suis dit, on va faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Mais peut-être que c'est par ce biais que tu pourras. Parce que dans le confinement, on était tous chez nous et notre seule façon de communiquer, c'était le digital. Ouais. Et je me suis dit, on va faire des lives. Et donc, j'ai lancé les lives Et si on en parlait sur la page Ladies Break, justement, où j'ai invité quelqu'un que j'admirais à l'époque et je sais que tu admires, donc Mavic Bright, qui est une coach Mindset qui est maintenant donc à Toronto. Ouais. Et j'avais des thématiques. Et donc, mon premier, je crois, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que mon premier live, j'ouvre le concept avec Mavic Bright sur l'estime et la confiance en soi. Et je lance ce premier live. Et on est 900 sur le live. Énorme. Incroyable. Je vois plein de personnes faire des lives. Je me dis, voilà, c'était notre premier live. Bon, on a l'audience. Enfin, et je me dis, waouh. Et Mavic, à l'époque, est choquée qu'on soit 900. Je me rappelle. Et après, elle me dit, non, mais tu te rends compte, Caroline, ta capacité à mobiliser et à fédérer. Alors, je pense qu'il y a déjà celle de Mavic qui n'en était pas du tout où elle en est aujourd'hui. Mais qui impactait déjà vachement son monde parce que moi, je l'avais déjà repéré et j'étais déjà admirative. Et on fait ce live. Et après ce live, Tia, je reçois des centaines de messages. Et je me dis, waouh, il s'est passé un truc. Moi, je pensais faire un petit live, on discute un peu d'estime de soi et tout. Des gens qui me disent, on t'écrit en pleurant parce que ton discours, celui de Mavic, en fait, et des femmes qui me disaient, en fait, je constate que je me suis sabotée pendant des années. Je constate que ça a été une excuse de dire que j'ai pas confiance, etc. Mais parce que je me rappelle que dans le live, Mavic disait les excuses, on n'a pas d'argent, c'est des excuses en fait, c'est des trucs voilà, on fuit. Et donc il y a eu ça. Après il y a eu Ludivine avec l'audace. Il y a eu pas mal de lives et toujours le même engouement, etc. Et si tu veux, quand le confinement s'est terminé, je n'avais plus envie de continuer des lives. Déjà, j'avais plus le temps parce que je retournais dans mon rythme effréné. Et on reprenait un peu les Ladies Break, mais je me disais, ces discussions avec ces femmes qui sont inspirées et aspirantes, qui ont des choses à apporter à d'autres femmes,
Euh, il va falloir continuer ça. Mais à l'époque, tu sais, je sais pas comment et je sais pas comment, pourquoi. Donc, écoute, le truc est dans un coin de ma tête. Une année passe et j'ai 40 ans le 22 avril et je me dis, t'as 40 ans. Je regarde le chemin parcouru et je me dis, à 40 ans, Caroline, tu peux pas. Il faut que tu acceptes en fait ce chemin que tu prends et il faut que tu n'arrêtes pas de voir grand. Et là, je me dis, le projet que tu veux faire, ça s'appelle une émission, en fait. Et en fait, comme tu as ce souci de faire quelque chose de grand, de beau, toujours ce souci du quali, je me dis, je vais pas faire des lives, il faut que j'aille plus loin. Et plus loin, ça s'appelait un festival, plus loin, ça s'appelle une émission. Et du coup, si tu veux, pareil, Tia, j'ai pas d'argent. Et je me dis, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que je fasse un truc. J'appelle Séverine Moustin, maquilleuse. Je dis, Séverine, j'ai envie de faire ce truc-là. J'aurais besoin d'une maquilleuse. Pour l'instant, j'ai pas d'argent, mais je te promets, suis-moi sur les 2 premiers. Au 3e, je te paye. Banco. À l'époque, je suis au COSI. La nana me dit, je te suis. J'ai que ça. On fait un numéro 0 bénévolement avec Kathleen Bilas qui me dit, écoute, je te suis, je suis ton invitée. Et là, je crée et pour tel quel, j'ai une vraie vision. Et je me dis, OK, il faut ça, mais c'est quoi le détail qui va faire la différence? Comment je vais me démarquer? Pour moi, je le gère déjà même niveau marketing puisque c'est mon métier. Oui. Je me dis, OK, ça va être un format où, quelle que soit la personne que tu auras en face de toi, il faut qu'on soit dans une discussion vraie. Il faut que ce soit une discussion authentique. Il faut qu'on ose se montrer avec nos forces et nos faiblesses, ce que moi, j'avais beaucoup de mal à faire aussi. Et il faut que les gens viennent tels quels. J'ai passé 1 mois à chercher le nom de cette émission. J'avais tout déjà pris. J'avais 1 million de noms. Et à un moment, je dis à mon chéri, c'est pas possible. Je trouve des concepts pour tout le monde. Je trouve des concepts de communication. Je trouve des noms pour tout le monde. Et là, j'arrive pas. J'avais 40 noms. Et il me dit, mais il y aura quoi dans ton truc? Je fais, écoute, je veux que les gens viennent, que ce soit vrai. Je veux que les nanas viennent telles qu'elles sont. J'ai vraiment envie. Et là, et en fait, dans la même phrase, j'ai répété telle quelle souvent. Ouais. Et je dis telle quelle, en fait. Telle quelle. En fait, telle quelle, t'en penses quoi? Et il me dit telle quelle, ouais. Mais par rapport aux autres noms que j'avais dit avant, mais qui étaient déjà appris, il me dit, ouais, c'est bien. Et là, je commence à dire ce qui est devenu le générique de telle quelle. J'ai envie qu'elles viennent telles qu'elles sont, et pas seulement telles qu'on les connaît. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on dit dans le générique. Et donc, telle quelle. Le premier épisode sort et pour moi, cette émission, je la mets sur YouTube. Voilà, je vais trouver des partenaires pour financer, c'est un peu ça. Et le premier soir, pour la petite histoire, mais très rapidement, parce que je sais que t'es pressée, telle qu'elle sort, je poste sur le digital. Et là, je reçois un appel des 2 grandes chaînes de Lille mais le même, c'est-à-dire que je prends l'avion pour mon cadeau d'anniversaire des 40 ans, je pars dans un séjour yoga, etc. Et j'ai un appel de la première pour les citer à 1 demi-heure d'intervalle. J'ai un autre appel. Ils me disent, t'as posté un truc hier là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On veut ça, le format authentique et tout. Et on te découvre aussi, toi, dans de la douceur, de la bienveillance. Le format est exceptionnel. Écoute, 2 mois plus tard, on ouvre la saison sur Martinique Première avec Ludiline Rétori, qui est la première invitée sur la première. Et depuis, telle quelle, c'est une histoire de dingue. C'est un public énorme. Il n'y a pas un jour où je sors de chez moi où il n'y a pas une femme ou un homme, parce que les hommes regardent énormément telle quelle, ou une jeune fille qui me dit, ça m'inspire, merci. Enfin, je peux être fan de gens de chez moi. Et ces témoignages inspirants, on va de la femme qui est très connue, où on essaie de découvrir qui il y a derrière cette femme connue, femme politique, artiste, voilà, chanteuse, où on va aller aussi sur des femmes avec des parcours extraordinaires, des femmes qui ont vécu des choses très dures, mais qui ont su mobiliser du courage, de la force pour transformer peut-être ces événements douloureux, vraiment. En lumière. En lumière, en mission de vie parfois aussi, ou en tout cas, transformer ça pour
pour créer des clés où elles aident d'autres femmes. Et ça, c'est exceptionnel. Et du coup, on a eu de très, très bons résultats sur la première saison. Et là, on a la saison 2 sur Martinique Première qui est lancée parce que justement, on a eu un public qui a plébiscité en fait le concept. Et pareil, hein, j'ai eu un petit syndrome de l'imposteur parce que t'es pas journaliste, c'est pas ton métier. Qui es-tu pour faire une émission? Et je me suis dit, en fait, je suis une femme comme une autre qui a besoin d'échanger avec des femmes parce que ce que les gens ne savent pas au départ, c'est que finalement, moi, je suis le premier public de tel quel. Je suis la première personne à me nourrir des témoignages de ces femmes pour grandir moi-même. Et souvent, quand les gens me disent merci, j'ai presque envie de dire que c'est un programme égoïste parce que moi, en tant que femme, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'être inspirée par les femmes. En fait, ma source d'inspiration, c'est les femmes. Et c'est un cercle vicieux parce que les femmes m'inspirent, je crée pour les femmes. Et donc, voilà. Et donc, c'est un cercle. Plus les femmes m'inspirent, plus j'ai envie de créer, plus j'ai envie de développer la puissance féminine. Voilà. La dernière question, il paraît que c'est la plus difficile, tu me diras. Oh. Si on devait retenir une chose de toi, de ton expérience ou un message que tu veux faire passer, quel serait-il? Ah ouais. C'est compliqué, mais même quand je reviens sur notre échange, je dirais que c'est ma pugnacité, vraiment. C'est pugnacité, combativité, mais en même temps, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de faire des choses dans l'adversité, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Mais je sais que j'ai dû travailler dur, je sais que j'ai dû me battre en douceur, j'ai dû me donner les moyens, en fait. Et rien n'arrive comme ça sur un plateau d'argent. Voilà, je sais d'où je viens, je sais l'enfance que j'ai eue, je sais ce que j'ai traversé, je sais ce que j'ai créé sans rien. Et en fait, j'ai envie de me dire, mais finalement, quand je prends n'importe quelle femme au hasard, elle peut accomplir finalement sa vision et ses rêves. Parce que souvent, c'est une phrase un peu, oui, il faut accomplir ses rêves, nanana. Mais moi, je suis j'incarne vraiment le fait que rien n'est impossible. Vraiment. Tu peux louper tes études. Tu as toujours moyen de refaire des études plus tard. Tu peux ne pas avoir d'argent. L'argent, c'est pas un problème, c'est une énergie. Si tu incarnes, si tu as cette flamme, l'argent pour tes projets viendra. Parce que moi, c'est venu à chaque fois. Si ça ne vient pas, c'est peut-être, écoute-toi, c'est peut-être pas cette direction que tu dois prendre. Et c'est comme ça aussi que moi, je sais qu'aujourd'hui, je suis à ma place parce que je m'écoute et j'écoute cette flamme qui ne cesse de grandir. Et plus elle grandit, Tia, plus je sais que je suis à ma place, que je suis sur le bon chemin. Et je n'oublie pas qu'au-delà de la destination, c'est le chemin qui est épanouissant. Donc, en fait, ouais, se donner les moyens, vivre et accomplir ses rêves, mais se donner les moyens aussi de les accomplir. Et ça, pour moi, il n'y a rien de plus épanouissant. Vraiment, je m'épanouis vraiment dans ce chemin de vie que je tisse, que je couds. Voilà, pas par pas. Je savoure vraiment chaque pas de ce destin qui est le mien, en fait. Merci, Carline. J'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré ce moment. C'était doux. C'était vraiment très, très bien. Donc, merci d'avoir partagé cette conversation avec nous. Merci de nous avoir parlé un petit peu plus de la femme qu'on voit sur les réseaux, qu'on voit dans les festivals et dans les événements. On te connaît un petit peu plus aujourd'hui. Et j'espère être là la prochaine fois pour le prochain événement qui, je sais, sera énorme. J'espère aussi que tu seras là. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour tout ce que tu fais, toi aussi à ton niveau. Merci pour ce podcast qui pour le coup nous donne aussi beaucoup de clés, nous aide à grandir. Et puis toi aussi, je te vois évoluer. Je te connais depuis un certain nombre d'années. Et tu es un modèle aussi, Tia. Tu es un modèle de cette femme martiniquaise qui se donne les moyens,
et qui a appris à accepter sa lumière. Parce qu'aujourd'hui, je te trouve très en phase avec cette lumière que tu C'est vrai. C'est vrai. diffuses. Donc, merci pour tout ça. Et Merci. puis, Ah, c'est bon, je suis émue. Oh là là. et puis j'espère que tu continueras sur ta lancée et que tu ne cesseras de briller toi aussi. On essaye, mais en tout cas, merci. Merci aussi à vous de nous écouter un peu plus nombreux chaque semaine. On revient lundi prochain avec un autre invité. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. C'est très important. Je vous fais de très, très gros bisous et à la semaine prochaine.